Bonjour à toutes et à tous, ça fait plaisir d'être là puisqu'on est au journal de hardware. Alors vous voyez c'est un petit peu différent d'habitude, donc on est ensemble comme d'habitude jusqu'à 18h30 pour parler high-tech et matos etc. Mais voilà, vous voyez, il y a un truc qui a changé. On a changé de plateau. Alors, les gens qui sont autour de cette table n'ont pas changé globalement. Alors toi si parce que tes cheveux, un tout petit peu. Je ne les reconnais pas. Mais il fait trop chaud pour avoir des cheveux, je suis désolé, hein, c'est comme ça, hein, je pense que beaucoup de gens le savent aujourd'hui, tu vois. Voilà, il fait très chaud, mais alors, on a la clim ici, elle est très forte, hein, elle est même un peu trop forte. Je pense qu'on va avoir la crève dans 2 heures, ça va être horrible. Mais sachez que voilà, on n'est pas en sueur, c'est très bien. Donc Otaxu, bonjour, ça fait plaisir d'être là. Et à côté de moi, Mélinda évidemment qui est toujours là. Hello. Normalement, Pépé devra arriver à un moment donné. Alors Pépé, si vous avez suivi le stream juste avant, il était en train justement de streamer avec Junpei dans les couloirs de Vivatech, parce que voilà, je l'ai quand même dit, on est à Vivatech, donc c'est le salon de la technologie qui a lieu actuellement à Paris à la porte de Versailles. Et d'ailleurs, pour information, si vous voulez accéder à Vivatech gratuitement le samedi 18 juin, qui est une journée publique, vous pouvez aller directement sur la billetterie de Vivatech. Normalement, vous avez le lien dans le chat. Et si vous rentrez le code stream, le code promo, les 200 premiers auront un pass pour la journée. Donc ça fait plaisir, c'est gratuit. Si vous voulez découvrir les toutes dernières tech régionales, nationales et internationales. C'est du local, il y a beaucoup de startups, il y a plein de choses. Et justement, si on fait cette émission-là, c'est pas pour parler. En fait, il n'y aura pas de news, il n'y aura pas de test. On va vraiment bousculer un petit peu la structure, puisqu'on aura beaucoup d'invités qui vont venir présenter leur concept. Il y a déjà des indices en bas, vous vous demandez ce que c'est que ce tableau. Et on aura quand même un invité, mine de rien, de renom, puisqu'on aura le plaisir d'accueillir Garry Kasparov quand même. Rien que ça. Le champion d'échecs. Juste un grand master. Voilà. Et on va parler un petit peu des informations, cybersécurité avec lui, etc. J'espère que vous avez votre meilleur accent anglais qui est prêt. On est prêt. We are ready. Ready, dude. Mais pour expliquer un petit peu pourquoi aussi on est là, pour les gens qui ne connaîtraient pas Vivatech, on est à Paris. Il faut quand même rappeler aux gens que nous sommes porte de Versailles, au Parc des Expositions. Et en fait, c'est un peu tout ce qui se fait actuellement en tech, beaucoup françaises. Il y a beaucoup d'entreprises comme La Poste, LVMH qui sont là avec pléthore de startups. Donc vous avez énormément de choses à découvrir, à tester. Il y a des expériences en réalité virtuelle, beaucoup. Il y a notamment Meta qui est là. Il y a Meta qui est là, si vous voulez tester des produits dont on vous a déjà parlé dans le JDH. Vous pourrez venir. Oui, j'ai vu notamment la fenêtre que nous avait présentée Pépé, là, qui est présente sur le shop floor. Qui est là-bas. Les lunettes, les Ray-Ban Stories dont on vous avait parlé. C'est vraiment l'occasion à Paris de venir voir ça. Donc profitez vraiment, les 200 premiers plus rapides, ça se trouve c'est déjà fini, qui prendront les codes. C'est l'occasion. Peut-être que vous croiserez Pépé qu'on a complètement perdu. Alors, normalement, Pépé doit venir au moins à la fin pour débriefer un peu du salon. Vous l'aurez tout à l'heure. Je propose qu'en attendant, on se lance tout de suite dans le cœur de l'émission avec notre premier invité. C'est parti. Premier invité qui va arriver donc normalement tout de suite là. Il se pense qu'en régie, c'est en train de le chercher. Alors, vous m'excuserez, c'est un salon, c'est une première pour nous. Évidemment que l'organisation, elle va être comme LML. Voilà, il arrive là. Il arrive. Il faut quand même qu'on vende la mèche. On a aussi le président de la République qui doit passer. Ouais, donc normalement, Emmanuel Macron doit être là, mais il ne viendra pas, a priori, sur le plateau du sur Vivatech, pas chez nous. On doit l'avoir là. Bon, en attendant, on a le plaisir d'accueillir Lucas Bucher, qui est Head of Digital pour la société Lito. Bienvenue chez nous. Bonjour Lucas, c'est un plaisir. Donc, c'est bon. Voilà, parle bien près du micro. Bien près du micro. Voilà, parfait. Voilà, nickel. Excellent. Merci déjà de venir présenter Lito dans le journal de hardware. C'est un grand plaisir. Alors, on l'a dit tout à l'heure, on a vu ce tableau là qui est en bas. Vous travaillez, dans l'art, dans le milieu de l'art en fait. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer ce que c'est que le concept de votre société? Bien sûr. Alors, Lito, c'est une start-up qui est à mi-chemin entre l'art et la technologie. On propose des éditions 3D d'œuvres d'artistes majeurs, de tableaux, contemporains aussi. D'accord. Et on vend ça aux particuliers sur Internet. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une reproduction à l'identique, en fait, à l'identique, d'une en œuvre d'art. couleur et en relief. D'accord. Des plus grands tableaux qui... Et ça, alors, déjà, comment est née l'idée de la boîte? Est-ce que c'est une première dans le monde? C'est une première mondiale, ouais. On est les seuls à faire ça, à proposer ça. L'idée de la société, ça part de la technologie déjà. On utilise une technologie qui a été développée pour la conservation dans les musées. Donc c'est une technologie qui est très, très avancée, très détaillée, très poussée sur la qualité du fichier qu'on obtient. On a un scanner qui donc scanne le... Je ne sais pas si les gens voient les images. On a le retour. Ce que tu vois à l'écran, c'est ce que voient les gens. Donc on a un scanner qui scanne le relief et les couleurs d'un tableau. D'accord. Très précisément. Ouais. Et avec ce fichier qu'on obtient, qui est un fichier en 3D,
on est capable de réimprimer le tableau en 3D. Avec du coup on obtient un clone, un multiple de l'œuvre originale. D'accord. Du coup, c'est utiliser des techniques d'impression 3D très poussées, j'imagine. Alors c'est différent, c'est de l'élévation, c'est pas l'impression 3D. Mais au final, on obtient un produit en relief. D'accord. C'est toute la force de votre technologie, le relief. Parce que les œuvres originales, elles sont pas en relief. On a deux forces. On est sur deux aspects, la couleur et le relief. La couleur, c'est extrêmement compliqué à mettre au point parce que la couleur, c'est subjectif. Vous et moi, on ne voit pas les mêmes couleurs. Oui. Pourtant, il faut bien avoir un point de comparaison. Donc, l'étalonnage des couleurs, pour nous, c'est très compliqué. On a un logiciel qui fait ça. On traite les fichiers après avoir scanné les œuvres. Ça prend assez de temps. Et après, le relief, c'est complètement objectif. Là, il n'y a pas de... Oui, bien sûr. Il n'y a pas de subjectivité. D'ailleurs, on a ramené une... Donc ça, c'est le... Quel est l'original, quelle est la reproduction? Ouais, bah là, c'est... J'avoue. Là, on a une différence de taille parce que l'artiste voulait pousser notre technologie, voir comment ça pourrait rendre en agrandissant l'échelle. Donc ça, c'est l'original? Donc ça, c'est l'original. D'accord. C'est une œuvre qui est peinte par un artiste qui peint sans voir les couleurs. Ouais. D'accord. Voilà. D'où la complexité aussi pour nous de traiter les couleurs là et d'avoir le meilleur rendu possible parce que pour l'artiste, les couleurs sont très importantes. Ouais, bien sûr. On ne peut pas du tout s'en approcher. On doit vraiment être fidèle à l'original. Et ce que tu disais là, c'est qu'en fait l'artiste voulait une reproduction plus grande. C'est une volonté de l'artiste pour tester notre technologie, savoir qu'est-ce qu'on était capable de faire avec la technologie. Du coup, est-ce que Litho a pour but aussi ça, d'utiliser sa techno pour permettre d'utiliser une œuvre qui par exemple serait que comme ça, sur un énorme mur ou un truc comme ça, sans perte de qualité? Est-ce qu'il y a cette idée-là Techniquement, en fait, on pourrait l'agrandir à l'échelle qu'on voudrait. Après, on est quand même limité physiquement. Et on ne pourrait pas faire un truc qui fasse 200 mètres par 200 mètres, forcément. Mais on peut agrandir. Et puis après, il y en a des tableaux qui font 15 mètres par 15 mètres, mais ce n'est pas non plus le gros des tableaux. Et du coup, alors, attends, je ne sais pas si ça va tenir. On va essayer. Ouais, on le tente. Bon, on ne sait jamais. Du coup, donc, si je comprends bien, aujourd'hui, si on va sur Litho, on peut acheter nous-mêmes des reproductions d'œuvres d'art. On vend ces clones. D'accord. En série limitée. Ouais. Qui sont toutes certifiées par l'artiste, les ayants droit ou un musée, donc qui ont une vraie valeur sur le marché. Ok. Et comment ça se passe comment vous décidez? Est-ce que vous approchez les artistes? Est-ce que vous avez des clients qui vous disent je voudrais aller dans une production? Alors nous, la porte d'entrée pour avoir accès aux œuvres, c'est les musées quand même. Ah d'accord. Parce que c'est quand même eux qui fédèrent le plus d'œuvres d'art dans le monde. Et surtout, nous, notre volonté, c'est de démocratiser l'art. Ouais. Donc si vous voulez, quand une œuvre est dans un musée, c'est que logiquement elle est inaccessible à l'achat. On ne peut pas avoir des tableaux comme ça, comme présentés dans un musée chez soi. Nous, on permet d'avoir l'émotion du tableau original qu'il y a dans un musée chez soi, en proposant une reproduction, une réplique parfaite. C'est un vrai clone. Couleur, relief, à l'identique. Vous avez la même émotion. Alors évidemment, l'objectif final, le sommet de la pyramide, ça serait d'essayer d'avoir la Joconde dans son salon. Mais la vision, c'est ça. C'est-à-dire de toucher l'inaccessible, de pouvoir l'avoir chez soi, sur un price range qui est de 1 000 à 7 000 euros aujourd'hui. Oui, voilà, ce qui est entre guillemets abordable pour de l'art. Pour de l'art, c'est complètement abordable. Pour la reproduction, effectivement. Si on compare au prix de l'original, c'est même négligeable. Oui, il y a des choses qui sont inestimables. Du coup, vous travaillez directement avec les musées en général. Et comment ils voient votre business On travaille avec les musées, les ayants droit. Ouais. Comment ils voient notre business? On a deux aspects. Le premier, c'est la conservation du patrimoine et la démocratisation de l'art. Donc pour un musée, c'est quand même très intéressant d'avoir des fichiers 3D de leur œuvre pour la conservation et qui permettent aussi de faire voyager physiquement pour la première fois des clones des œuvres originales. Ça, c'est quelque chose qui, jusqu'à présent, on ne pouvait pas faire. Deuxièmement, après, pour les musées, c'est qu'on a quand même un échange financier avec eux. Ah oui. Donc pour matérialiser le partenariat qu'on a d'authenticité, on reverse une partie de nos revenus aux musées ou aux ayants droit. D'accord. Donc ça leur permet de continuer leur mission culturelle. Oui, j'imagine, oui. Et les artistes qui sont encore en activité, vous travaillez avec des artistes qui sont encore en activité? Bien sûr, l'œuvre qui est devant vous, c'est un artiste qui est encore en activité. Est-ce que, quand vous leur présentez votre concept, comment ils voient ça? Parce que là, ça reste de la... Ils voient ça comme un nouveau médium, on va dire. C'est-à-dire comme un nouveau pinceau. C'est une technologie qui s'approprie. Là, l'artiste a demandé à ce qu'on agrandisse son œuvre. Quand on agrandit l'œuvre, forcément, ça agrandit aussi le fil du canevas, de la toile. Donc, ça change complètement le relief de la toile. C'est pas la même émotion. Donc, ils s'en servent comme c'est un nouveau médium pour eux.
c'est un nouveau pinceau, c'est une nouvelle couleur, c'est une nouvelle manière d'approcher. Ouais, c'est chouette. Alors, je précise avant qu'on continue que dans le chat, n'hésitez pas. À la fin, on va poser quelques questions issues du chat. Donc, si vous avez des questions, moi, je vais essayer de les lister. Donc, n'hésitez pas. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez des musées ou des artistes que vous avez contactés et qui vous refusent ça ou pas? Ou globalement, tout le monde est content? Globalement, tout le monde est content. On va commencer par ça. On est globalement. On est testé sur la qualité du rendu de nos clones. Comme on est les seuls au monde à proposer un produit comme ça, on n'a pas de point de comparaison. C'est-à-dire que les musées ne sont pas au courant de ce qu'on est capable de faire. Donc on a une grosse mise en place sur des process de test. C'est-à-dire qu'on va dans les musées, on a accès à certaines œuvres qui choisissent. Donc là, pour le coup, pour les tests, on n'a pas le choix des œuvres. On scanne, on crée une reproduction sur 2 exemplaires qui sont dédiés au musée. Et là, ils se rendent compte de la qualité. Et en général, ils sont plutôt surpris, extrêmement surpris. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'attendre à ce qu'on ait un produit qui soit si bien fini. Vous sollicitez vous sollicitez les musées ou les artistes? Alors, je pense notamment... On a les 2 canaux. Alors, parce que je pense justement à ça, c'est-à-dire qu'un artiste qui vous donne l'autorisation mais qui expose dans un musée, est-ce que vous exposez pas à une réflexion d'un musée on a déjà le cas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un des plus gros événements de l'art qui s'appelle la Biennale de Venise, dans lequel chaque pays représente des artistes à travers son pavillon. Et on a reproduit des œuvres qui sont exposées dans les pavillons de chaque pays des artistes. On a l'exemple même d'une œuvre qui est vivante encore aujourd'hui, qui vient d'être créée et qu'on a déjà reproduit et qu'on propose déjà à la vente. Et les artistes, pour eux, c'est une nouvelle manière en fait de concevoir l'art parce que on touche plusieurs personnes à la fois, on peut faire voyager l'œuvre partout dans le monde, on touche plusieurs publics différents. C'est complètement nouveau par rapport au fait de créer un tableau qui est unique, qui sera soit exposé dans un salon, soit exposé dans un musée, mais qui voyagera moins, qui sera moins démocratisé. Donc pour eux, c'est une nouvelle vision. Est-ce qu'il n'y a pas pardon, je suis désolé, j'ai une curiosité rapport à ça justement, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de conflit dans ça, parce qu'on peut voir que votre mission permet de l'accessibilité améliorée d'œuvres d'art qui normalement ne le seraient pas, mais de l'autre côté, est-ce que le côté unique des pièces n'est pas quelque chose d'important pour il faut différencier dans l'art la valeur spéculative et la valeur émotionnelle. D'accord. La valeur spéculative, elle est forcément issue d'une certaine rareté. Ouais. Ça, c'est la loi du marché. Ça fait partie de ce qu'est l'art, finalement. Exactement. Mais n'importe quel amateur d'art a en priorité la valeur émotionnelle d'un tableau, avant même de passer à la valeur spéculative. Donc, notre produit permet de démocratiser et d'augmenter la valeur émotionnelle d'un tableau. Pour le coup, il n'y a pas de conflit. Et les artistes, les ayants droit, n'ont jamais soulevé cette question, du coup, nous on veut garder ça unique. C'est quand même un bien culturel, une œuvre d'art. Ouais. Et plus on arrive à propager un bien culturel tel qu'une œuvre d'art, mieux on se porte, en tout cas, je pense. Oh oui, clairement, on est d'accord là-dessus. Mieux propager une œuvre d'art qu'un conflit. Donc, Est-ce qu'on fait on va faire quelques petites questions du chat. Alors, il y a une question, forcément, on voulait aborder le sujet, c'est, évidemment, en ce moment, les sujets à la mode, c'est tout ce qui est monde virtuel, donc, et aussi lié les NFT. Vous faites du physique aujourd'hui, mais tu nous disais un peu en off tout à l'heure, vous passez forcément par un modèle numérique. Est-ce qu'aller sur ce terrain, donc des musées virtuels, même des NFT, enfin, posséder l'œuvre d'art sous forme de NFT, c'est quelque chose qui vous intéresserait ou pas? Alors, techniquement, on a la capacité, et on est peut-être les seuls au monde, à pouvoir accéder donc le métaverse et tout le Web3 en fait avec nos fichiers pour la simple et bonne raison qu'on est quasiment les seuls à avoir accès aux œuvres originales et de pouvoir les scanner dans ce niveau de précision. On est les seuls quasiment et donc après les fichiers on en fait un peu ce qu'on veut en partenariat avec les ayants droit et les musées évidemment. Alors, on ne va pas décider à la place des ayants droit, des artistes ou des musées ce qu'on va faire du fichier. Nous, quand on négocie avec un ayant droit, c'est avant tout pour faire notre business de base qui est faire la reproduction physique. Sachant qu'aujourd'hui, on a le fichier qui nous permettrait d'accéder au métaverse. On a entre guillemets un pied dedans sans vraiment savoir encore ce qu'on peut en faire. Oui, comme plein de gens, je pense, aujourd'hui. Après, je pense que le truc, c'est que créer un NFT à partir de ça irait en contradiction avec votre mission, semble-t-il, qui est justement de propager l'art. Parce que ça recréerait l'unicité de En fait, on peut partir aussi du chemin inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des artistes dans le Web3 qui créent des œuvres complètement digitales. Qui sont dédiés à ça, et qui aimeraient pouvoir proposer ces œuvres dans le physique.
Donc, typiquement, je suis propriétaire d'un NFT, d'une œuvre digitale. C'est hyper sympa de l'avoir dans son wallet, mais est-ce que j'aimerais pas l'avoir au milieu de mon salon physiquement ? Nous, on est capable de créer vous le avez physique d'un la NFT. technologie aussi de... Voilà. Donc, ça marche dans les deux sens. On peut partir d'une œuvre originale et créer un asset digital, et on peut aussi partir d'une œuvre digitale et créer le produit physique. Ça, on peut le faire dans les deux sens. Alors, il y a une question que je trouve très intéressante, effectivement. Est-ce que quand vous traitez une œuvre originale, est-ce que, la question c'est, est-ce qu'il y a un risque même minime de dégradation de Pas du tout. l'original ? Notre technologie, elle a été pensée pour les musées. Bien sûr. On ne touche jamais l'œuvre originale. On n'a pas besoin de la déplacer. C'est notre scanner qui se déplace partout dans le monde. Ah, vous faites venir le scanner sur place ? Exactement. Le scanner se déplace. On en a plusieurs qu'on envoie partout dans le monde. Et on n'a pas besoin non plus de toucher la matière pour le scan. On reste à, je crois, on est à moins de 3 cm à peu près. On n'a pas besoin. Les conservateurs des musées font la manutention des œuvres. J'imagine que voilà, c'est un aspect essentiel de la production. Et ça n'altère en rien la qualité du tableau, notre scan. C'est complètement indolore. Je comprends. Ça pose aucun problème. C'est un peu lié. La reproduction, on nous demande avec quel type d'encre c'est imprimé. Est-ce que c'est similaire à celle qui est utilisée ? Avec quel type d'encre vous utilisez pour imprimer là, on parle d'encre. Est-ce que c'est similaire à celle des peintures ? C'est pas. On est les seuls au monde à faire ça. Donc, quand on parle de notre technologie, c'est un peu compliqué de dévoiler ce qu'on fait. Oui, forcément. Voilà. La recette de la potion magique, on la donne pas tout de suite. Et là, pour le coup, c'est un peu la recette de la potion magique quand on parle du type d'encre. Mais si vous voulez, on ne fait pas de l'impression 3D à proprement parler, on fait de l'impression en élévation. C'est à peu près ce que je peux expliquer. D'ailleurs, on imprime sur un relief. Voilà. L'œuvre que vous reproduisez, on sait que les artistes souvent choisissent des toiles bien particulières, des choses comme ça. Est-ce que c'est la même toile sur laquelle vous reproduisez ? C'est le même matériau. C'est-à-dire, si l'œuvre originale est faite sur du bois, nous, on va se rapprocher d'un matériau qui est le bois. Si c'est fait sur une toile, on se rapprochera d'une toile. Et on aura le même... Sur une toile, on a le même mouvement de toile. Tout est identique. Du coup, sur la curiosité, rapport à ce que tu disais, où les artistes ont tendance à vous voir plus comme un nouveau outil, est-ce qu'il n'y a pas cette idée-là aussi de quelque part prendre une œuvre qui était sur toile et peut-être qu'ils voudraient l'avoir sur bois ou des trucs comme ça ? C'est des choses que vous... C'est quelque chose qu'avec les artistes contemporains vivants qui peuvent diriger un peu l'artistique de nos reproductions, bien sûr, ils peuvent faire ça. Du coup, vous êtes ouvert à ce genre de choses Nous, on est des exécutants pour les artistes contemporains. Ils se servent de notre technologie pour créer. On n'est pas là pour les contraindre. Au contraire, si on peut leur ouvrir des opportunités, créer une nouvelle forme d'art, bien sûr, c'est génial. Et il y a une question aussi que je trouve intéressante. Est-ce qu'il y a certains artistes qui n'ont pas peur que du coup leur œuvre perde de la valeur vu qu'elle va être reproduite x fois ? D'ailleurs, est-ce que vous avez un nombre limité d'exemplaires ? Est-ce que vous avez des choses un peu... comment ça se passe ? On fait des éditions limitées. Et en général, le volume est assez faible. On est autour de 20 exemplaires à chaque fois qu'on fait une série limitée. Donc cette question ne se pose pas vraiment avec les ayants droit. Parce qu'on n'est pas sur un marché de masse. Oui. Voilà. Oui, le but, c'est pas de l'acheter. On n'en vend pas 10 000. Complètement. Voilà. Est-ce qu'un client peut venir vous voir et vous dire « Je souhaiterais acquérir un clone de tel tableau » comme ça, et mais derrière, vous n'auriez pas forcément en catalogue. Je suis prêt à mettre le prix, par exemple. On serait ravis qu'ils viennent nous voir parce que ça nous permettrait de nous orienter vers la recherche et le sourcing de nos œuvres. On a aussi des clients qui ont des œuvres d'art majeures et pour des raisons de sécurité ou autres, qui nous demandent de pouvoir faire des clones pour pouvoir utiliser le clone au quotidien, donc exposer dans leur salon, etc., pour pouvoir sécuriser l'original dans des coffres-forts ou autres. Et ça, pour l'instant, c'est un peu... on a beaucoup de demandes, donc on y réfléchit, mais c'est pas encore... Nous, vraiment, la base de l'intention de Litho, c'est vraiment de démocratiser et donner accès à des œuvres d'art majeures au plus grand nombre. On commence sur cette mission, on verra après comment ça peut évoluer. Dernière question ? Oui, j'ai une dernière question. Non, parce que quand on parle d'art, et notamment de dupliquer des œuvres, on a tendance à parler copie et faussaire. Vous utilisez le mot clone, justement. Ouais, c'est un nouveau produit sur le marché. C'est quelque chose qui n'existait pas auparavant. C'est un multiple, un copie. Et comment on différencie après l'original du clone ? Justement, c'est là que ça devient technique. Vous avez un système pour valider ? Nous, toutes les œuvres qu'on vend sont livrées avec un certificat digital qui est accessible avec un petit QR code qui est sécurisé. C'est une technologie nouvelle.
On ne peut pas dupliquer ce QR code. Il y a un double scan pour accéder aux informations. Après, les informations de ce certificat digital sont stockées sur une blockchain. Ça vous permet aussi un peu d'augmenter la sécurisation. Et le QR code ne peut pas être retiré de l'œuvre. C'est-à-dire que s'il est retiré de l'œuvre, l'œuvre est désaltérée immédiatement. Okay. D'accord. On s'est prévenu de ce cas d'usage comme ça. Voilà. Ok. Est-ce qu'on a encore le temps pour une question? Je ne sais pas en régie si l'invité suivant est déjà là ou on a encore le temps, s'il peut nous dire. L'invité suivant est là, c'est quand vous voulez. Ok, d'accord. Bah, alors, pour terminer, donc, on rappelle, c'est Lito. Alors, il faut retourner. Lito.io. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, c'est pas mal. Ouais, Lito.io. Lito.io sur Instagram, Lito.io sur le web. Sur le web pour acheter des œuvres d'art. Et voilà, bah, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont sur Vivatech dans l'audience, mais on propose un petit jeu de retrouver l'original parmi nos reproductions. Ok. Il y a des lots très sympas à gagner. Ok. Donc, passez, c'est J43 notre son. Pour tous ceux qui seront là demain, peut-être, ou si ça marche encore demain. Oui. Voilà. Pour le grand public, effectivement. Pour le grand public demain. Ok. Bah écoutez, merci beaucoup. C'est un plaisir. Très gentil. Merci. Voilà, c'était Lito. Donc du coup, vous allez peut-être récupérer vos, si vous voulez récupérer vos tableaux. Bravo. Hop. Alors on va juste faire une petite transition. On va. Ouais, bien sûr. Allez-y. On est en direct. De toute façon, c'est. On lance un jingle quand vous voulez. C'est Vivatech en direct. Et donc voilà. Et donc, on va passer à notre nouvel invité, qui n'est autre que Monsieur Garry Kasparov. Voilà. C'est parti. Et là, ça arrive. Et ben voilà, on peut faire venir la... ça arrive. Hein. Regarde, au Taxou, la place est chaude là. Oui, parce que là, je vais jouer le rôle de traducteur aujourd'hui. Voilà. Tout à fait. Monsieur Kasparov qu'on accueille. Hi. Bienvenue. Nice to meet you. Hello, Mr. Kasparov. Thank you for having me. It's a great honor to have you here at Vivatech. Thank you. Welcome to Le Journal du Hardware. Of course, everyone knows you because you are a chess grandmaster, but today you are here to animate a conference regarding disinformation and the deterioration of digital freedom. And my first question is, what made you become an ambassador for this cause? Look, I've been working with Avast Software for 6 years. Yeah. Can you speak? Yeah, and because it brought together two important interests in my life. It's technology. As you know, I was the first one who actually exercised various options with machines, fighting them and working with them, and also freedom, human rights. I think now it's like a most important nexus, technology and freedom. Because we all now trying to find the right balance between privacy and security. Working with Avast, I had 35 or even more, essays about these issues. Again, recognizing what is the balance, because we need the regulations, we need security, but we also need privacy, and how to navigate. It's a very, very thin ice. So. And now, of course, we're all concerned about disinformation and misinformation. Again, we don't have time to debate the nuances. But again, the key is that social media, on one side, offers us opportunities to learn more about the world and just to communicate, but also opens channels for fake news. And we know that from every research that is about 2 to 1 in favor of fake news, because it's more sensational. So people tend to buy all these fake stories because they look so exciting. So it's it's a problem that has no perfect solution. Yeah, but we need to actually do our best to balance. Ok. Alors Maxime va traduire. Alors, la question était tout simplement, puisque monsieur we are présent. I'll be your translator today. Yes. You have to warn me. I will be much shorter. I know how to cut my. No, that's okay. That's okay. Don't worry about it. It's just I'll take it from there. Good. Donc en fait, monsieur Kasparov est ici pour animer une conférence sur la désinformation et la liberté numérique. Donc on
lui a demandé qu'est-ce qui l'avait fait devenir un ambassadeur de cette cause. Donc en fait, M. Kasparov travaille avec Avast depuis bien 60 ans maintenant parce qu'ils ont deux intérêts en commun, la technologie et l'idée en fait, d'affronter les IA. M. Kasparov l'avait affronté du temps où il était Grandmaster en échecs, avec cette idée de revoir en fait, les droits, les human rights, donc les droits de l'homme, avec une balance entre la sécurité et la vie privée. C'est un des gros points qui l'intéresse le plus, avec du coup ce côté entre les droits, la régulation des lois et la sécurité, la vie privée, avec cette idée aussi de naviguer tout ce qui est désinformation, notamment par rapport aux réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux sont une opportunité aussi bien pour le partage que pour les fake news, donc les fausses informations, avec un rapport de 2 sur 1, c'est-à-dire que les fake news se propagent beaucoup plus que les informations classiques à 2 contre 1, parce que les fake news sont très, très excitantes pour le public, en fait. Donc il n'y a pas de solution parfaite, mais il est là pour en discuter aujourd'hui. Voilà. Phenomenal job. Franchement, t'as géré. Never seen such a comprehensive, translation of such a long. He's brilliant. Melinda, tu as une question pour M. Kasparov. Je peux la poser en anglais, comme ça t'as le temps de souffler. Non, en vrai, ça m'arrange si tu la poses en français. Ok. En parlant de désinformation, justement, quel serait votre conseil principal à donner aux gens sur Internet, justement pour faire attention? So talking about misinformation, what would be your advice when it comes to, protecting yourself from disinformation? Look, you can buy tools to protect you against attacks, phishing attacks, hacking attacks. Again, nothing offers 100% protection. So I always say that you can do a lot of physical exercise, have a good diet, but you still can get some terrible illness. But it's better that you follow instructions. As for misinformation, it's tricky because you have to use your brains as well. For instance, if you look at the war crimes committed by Russian troops in Ukraine, you should probably make a conclusion that everything that comes, from this narrative, we are doing in Ukraine this and that because we had a noble goal, you should disregard instantly. That's why, again, it's important that you are always open-minded. So, and my only advice is try to look to different sources. The worst thing you can do is stick to one source. So that's just, and because then you become addicted, and then you are brainwashed because you believe no matter right, left, as long as your mind is flexible and open to hear different opinions, you have a chance to actually find the truth, even if both are lying. Alors, pour ce qui est de ça, en fait, on peut toujours, ce que M. Kasparov dit, c'est qu'on peut toujours acheter des outils pour se protéger, notamment du phishing ou de ce genre de choses, mais c'est pas une solution qui va fonctionner toujours à 100%. C'est un peu, il donnait l'idée que quand on fait un exercice physique, même si on fait du sport, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne va pas tomber malade au bout. Donc, ce qu'il faut faire avant toute chose, c'est utiliser son cerveau, notamment là dans l'exemple de nos jours, dans ces temps de guerre en Ukraine, toujours faire attention à quelle est l'histoire qui est racontée par les États, et auquel cas essayer de mettre ça de côté, rester toujours ouvert d'esprit, chercher différentes sources, parce que quand on reste sur une seule source, en fait, on devient addict de cette source et on se fait laver le cerveau tout simplement. Donc toujours rester flexible, ouvert pour trouver la vérité. Juste avant, j'ai oublié de préciser que M. Kasparov aujourd'hui est là aussi parce qu'il est ambassadeur auprès d'Avast, qui est la société, un des spécialistes de la cybersécurité. Un grand spécialiste de la cybersécurité. Tout à fait. Et justement, on parlait des informations, cybersécurité aussi. Aujourd'hui, les pirates qui s'adonnent à ça, est-ce que vous pensez qu'ils ont un coup d'avance sur les États d'un point de vue stratégique, donc un peu, est-ce qu'ils jouent une partie d'échec avec les autorités? In terms of cybersecurity, when it comes to hackers, do you think they are one step ahead from the authorities, and are they playing chess with them? Look, game of chess is a game of rules, and naturally hackers are just there to violate the rules. It's a competition between sword and shield.
Of course, SWORD is always a step ahead. And that's why it's very important for companies like Avast to have AI, because this is the way to actually to predict and to counter the offensive, because the other side also using AI. So it's a never-ending battle. So yes, they try to be one step ahead, and then it's question is how soon you can catch up. But as long as we have technology, and as long as we have lucrative targets, it will never end. You know, if you had banks, you always have bank robbers. So if you have valuable data on the internet, you always have those who are trying to actually to grab the data from you. Okay. Alors, en fait, c'est pas exactement ça, parce que le jeu des échecs, c'est un jeu avec des règles, alors que les pirates ne jouent pas avec des règles, justement. Ce que disait Monsieur Kasparov, c'est qu'en fait, c'est l'éternelle bataille entre l'épée et le bouclier. C'est-à-dire que l'épée aura toujours un coup d'avance. C'est pour ça que, en fait, des compagnies comme Avast investissent dans l'intelligence artificielle, parce que c'est cette intelligence artificielle qui va permettre de prédire et de contre-attaquer, en fait, les pirates. Mais ça va rester en fait une bataille infinie, parce que tant qu'il y aura des choses lucratives, des données lucratives sur Internet, les pirates chercheront toujours à les partager. Donc l'idée c'est en fait il faut essayer de les contrer, mais c'est moins une question de arrivera-t-on à les contrer que jusqu'à quelle rapidité en fait on arrivera à contrer ces pirates-là, justement. Avant, je précise comme tout à l'heure, dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions. C'est l'occasion de poser des questions à Garry Kasparov, donc c'est pas tous les jours, donc n'hésitez pas. Allez-y. Ah, mais je pensais que tu avais une question du chat. Non, pas encore justement, mais vas-y. Justement, je voulais rebondir sur l'IA. Est-ce qu'aujourd'hui, l'IA est la solution à tous les problèmes, justement, de piratage, de désinformation? Est-ce qu'on est aujourd'hui capable de créer des IA suffisamment solides pour résoudre ces problèmes? Okay, so is AI a solution to, like a global solution to a problem like misinformation and hacking and stuff like that, or are we really able to do that or not? Look, I think this question contains sort of, I think, fundamental misconception of AI by general public, for a simple reason. AI is a tool. It depends who is using it. And you cannot rely on AI to solve the problem, because it depends who is in charge of the algorithm. What I can say that AI is being used by both sides, whether doing good or bad. But let's remember, humans still have monopoly for evil. And expecting AI to cure ills of our society is basically trying to shift responsibility, pretending that, you know, somebody else could do it for us. Alors, en fait, il faut d'abord travailler sur une mauvaise conception qu'on a de l'IA, c'est que l'IA, en fait, est un outil avant toute chose, et que l'outil est forcément géré par un utilisateur. Donc, on ne peut pas se reposer sur l'IA, parce que ce serait se reposer sur cet utilisateur qui est en charge. Or, il y a toujours deux côtés du même argument, et du coup l'IA est utilisée aussi bien pour les gens qui veulent faire des belles choses que les gens qui veulent en faire des mauvaises. Or, l'humain est de manière inhérente un petit peu mauvais, donc l'intelligence artificielle ne sera pas comment dire, une solution, un médicament en fait à ça. Ce serait en fait pousser la responsabilité sur l'IA, alors que la responsabilité va à l'humain. Poser la question du chat, toi? Eh bien, écoute, j'ai une question du chat qui est pas mal, qui justement est de savoir si vous intervenez auprès d'Avast pour les conseiller sur la stratégie à adopter justement sur la défense face aux pirates. Quel est votre rôle en fait auprès d'Avast? What is your role with Avast when it comes to maybe giving some advices or maybe strategy when it comes to counterattack? Look, you know, there's always, you know, a gap between technology and the public, and I think I can fill the gap, because it's not just about new tools, new ideas that are being invented, but it's also very important that, you know, you have this philosophical concept behind it.
So I've been writing for Avast for 6 years. There are 35 or 36, I'm not sure the number of essays discussing these issues of privacy and security. And I attended many conferences, basically, trying to promote what I call the concept of digital hygiene. We know we have to brush our teeth, we have to wash our hands, but very often we ignore elementary rules protecting our devices. So I think I'm just, I'm doing this very important educational and promotional work. Okay. Alors en fait, son rôle auprès d'Avast est plus d'essayer de remplir ce fossé qu'il y a entre la technologie et le public avec tous ces nouveaux outils qui sont créés aujourd'hui. Donc c'est plutôt l'idée en fait de rendre la philosophie derrière la technologie importante pour le public. C'est pour ça qu'il a écrit de nombreux essais avec Avast, environ une trentaine, et qu'il anime énormément de conférences. Yeah, show them. Yeah, that's the... Yeah. Et qu'il anime énormément de conférences parce que l'idée pour lui est en vérité de mettre en avant un concept qui est le concept de l'hygiène numérique. C'est-à-dire que comme on se lave les mains, comme on se brosse les dents, on doit aussi faire attention à ce qui se passe dans le monde numérique avec nos données. Donc c'est plus un rôle d'éducation auprès du grand public que monsieur a avec Avast. I can also add that this is the now Avast is pushing the concepts of freedom, and it's somehow I had my own influence of convincing that freedom must become the centerpiece of their activities. And again, that makes my task even easier because I'm consider myself a freedom fighter. Il y a aussi cette idée qu'aujourd'hui Avast pousse le concept de la liberté numérique, qui est un concept sur lequel justement il anime une conférence ici à la Vivatech, et que c'est une influence qu'il a eue sur Avast et qui le rend son travail plus simple parce qu'il se considère quelque part comme un freedom fighter de ces comment dire de ces cette sujets, liberté justement cette digitale, liberté numérique. Merci. numérique. J'ai une question à propos de la santé justement numérique et donc de cette liberté numérique. Quelle est la principale erreur, selon vous, que font les internautes, les gens dans avec leur smartphone ou sur Internet? La principale erreur qui met leurs données en danger? What would be, to you, the number one error, human error, when it comes to smartphone and using digital stuff that people do every day? Most commonly. The list is long. Yeah, this is we're still talking about the world where password from 1 to 8 is the number one used by people. And the second one is 1 to 9. So the numbers. It's insane. So it's not what people are doing, it's more like what they are not doing and it's available. Alors, en fait, ça peut être une réponse assez longue parce qu'on vit quand même dans un monde où les gens continuent d'utiliser les mots de passe avec des chiffres de 1 à 8 et le deuxième le plus utilisé est de 1 à 9, les gens qui font juste ça sur le clavier. Donc c'est quand même assez fou. Donc c'est pas vraiment une question de ce que les gens font, et plutôt une question de ce que les gens ne font pas. Yeah, and also you have so much trouble coming out of attachments. I mean, things that you don't have to touch. So, but people just they are so complacent. Again, they talk about it, but when they have a choice, they very often go for convenience over security. Il y a aussi ce côté où les gens ont des habitudes bien ancrées, ne veulent pas nécessairement retoucher à ça, et du coup se mettent un petit peu dans des habitudes confortables, mais qui nuit à la sécurité de leurs données. Yeah, basically, I can say is if you spend 5 minutes brushing your teeth, washing your hands, spend 5 minutes a day protecting your device. Donc si vous passez 5 minutes par jour à vous nettoyer les mains, vous nettoyer les dents, vous devriez passer 5 minutes à protéger vos données et faire attention à vos appareils.
il faut que je pense en français. Est-ce que vous croyez à la nouvelle donnée qui est d'arrêter la fin des mots de passe? Est-ce que c'est une bonne chose? Do you believe in the last movement when it comes to the end of the password? You know, there's like movements from Microsoft and stuff like that to end passwords and go for a password generator. Yeah, no. Well, pretty much. It's like, you know, when you've got like the notification which says, are you trying to connect? And you said yes, no, that kind of stuff, instead of the usual password. Look, I use password generators. Yeah. That's pretty much do you think that it will be a good thing to end the use of password? Because we always think that password can be a problem. Look, again, the worst thing you can do is to be too creative. This is not era for creativity. So again, even if you follow all the rules and you utilize products from best companies, you are not 100% safe. There's no 100% safety, but you'd better be just in the hands of those who do their business than you just to be on their own. That's simple rule. You all have to know the limits of your competence. Alors, en fait, la pire chose qu'on pourrait faire, c'est d'être un petit peu trop créatif avec ces mots de passe, même si on utilise, même si on suit les plus grandes règles et les meilleures pratiques, on ne sera jamais protégé à 100%, donc il vaut mieux quand même rester dans les mains de ce genre de business et pas trop se prendre la tête là-dessus, quoi. Au niveau du chat, je pose des questions du chat. Là, notamment, il y a Xino92 qui demande, on sait que certaines entreprises abusent des informations de leurs clients, les données personnelles. Comment, selon vous, est-ce qu'on peut contrôler et réglementer l'utilisation de ces données? So we learned for a few years now that companies tend to abuse data when it comes to like users and stuff like that. What could we do to regain control of those data? Excellent question. Yeah. Merci le chat. And again, there's no absolute solution here, because if there's data, and data means value, somebody will try to get an advantage of that. So if you do whatever, put your sensitive data or the picture of your lunch, this data is somewhere there, and it means someone will try to get hands on it. So there's someone who grew up in the Soviet Union. I know the difference between Google data collection and KGB data collection. Yeah, it's important to recognize that in countries like Russia, Iran, China, I think Turkey, Saudi Arabia, your data, if it's in the wrong hands, might be deadly, really deadly. So in America, in France, it could be used for unwanted advertising, or maybe some of the other exercises that you do not approve. I don't like it, I have to say. So two things. One, we need to actually strengthen the laws for misuse of our data, whether it's Facebook or Google or whoever. Two, and that's also related to my work with Avast, we need to push what is called digital identity, sovereignty. I think we have to help people to create their unique presence online, which means that your data, if it's used or misused, will benefit you and also protect you against potential problems. Okay. Alors, il n'y a pas de réponse absolue là-dessus. Maintenant, vos données ont forcément une valeur, donc quelqu'un va essayer de les récupérer pour se faire de l'argent. Hein. Même une simple photo de votre dîner sur Instagram, ça va être des datas collectées qui vont être récupérées. Après, il faut faire quand même une petite différence entre la manière dont un Google va collecter les données par rapport à un État comme la Russie, sachant que en fait, pour ce qui est des US et de l'Union européenne, ça va surtout être pour optimiser un peu tout ce qui est publicité ou ce genre de choses. Pas quelque chose que monsieur aime, mais c'est comme ça. Ce qu'il faudrait faire, du coup, c'est de renforcer les lois dans un premier temps. Et surtout, en deuxième étape, et c'est un sujet sur lequel monsieur Kasparov le push beaucoup, c'est de créer une identité digitale pour essayer en fait d'aider les gens à avoir leur data unique qui sont à elles, les récupérer pour que ce soit à leur propre profit que ces data seront utilisées. Okay, I think we are good for today. We are out of Thank time. you.
Thank you. Dernière question. No. Just one more. One more. C'est vrai que tu n'as pas posé de question, le pauvre. He has the right to ask you a question. Yes. Urge is right. I just got the one. I'll do it in French and then I'll... parce que j'avais une question qui m'intéressait énormément avec M. Kasparov, c'est sachant qu'il a grandi dans l'Union soviétique et après, en étant Grand Master d'échecs, il a évolué à travers le monde. Je voulais savoir comment sa relation avec l'actualité avait évolué avec le temps. So, growing up in the Soviet Union and then traveling around as a chess grandmaster, how did your relationship to media and information evolve in time? Look, the country I grew up, Soviet Union, was very different from the free world. As a matter of fact, my first trip at age 13 was to France, to the World Championship under 16. So it was played in the north. It's a small town called Vatinia. Yeah, so it's I think near Lille. Yeah, and then the next year actually I went to France to play under 16 championship in Cannes-sur-Mer, so Lake South. So that's my first experience. I immediately saw the difference. So and it's helped me to understand. So that's all the stories that I heard in the Soviet Union were not true. And it was not difficult for me to build very close relations with media because I was a rebel in my country, and I believed that I had to be honest in sharing my views, positive or negatives. So, and as a world champion at age 22, I could afford more than average Soviet citizens. So that's definitely, made me somehow a darling of Western press because not many people in the Soviet Union could be so outspoken about communism and also about the free world. En fait, c'était très très différent par rapport au reste du monde, parce que et d'ailleurs, il nous rappelle qu'un de ses premiers voyages en fait à l'international était en France. Quand il avait moins de 16 ans, et c'était dans une petite bourgade proche de Lyon, dont je ne connais pas le nom, Latinia. Lille. Ah, Lille. À Lyon de Lille. Close to Belgium, yes, I remember. Lille. Sorry about that. Et donc, en fait, dès cette première expérience, ce premier voyage à l'international, il a vu une différence directe. Il a pu, en fait, voir que les histoires qu'il entendait dans l'Union soviétique n'étaient pas vraies. Et depuis, il a toujours eu une relation assez proche avec les médias, parce que il a toujours respecté cette idée qu'il pouvait, enfin les médias européens et ceux qu'il a vus après, cette idée qu'il pouvait parler librement de n'importe quelle chose, sachant que de ce que m'a dit M. Kasparov, il était déjà un petit peu rebelle dans son propre pays, donc ça lui a permis de s'ouvrir un peu. Voilà. Thank you very much. Thank you for your time. It was a great pleasure to have you here. Oh, yeah. Okay, great. Okay, you can say JK. Monsieur Kasparov, un grand nom. Hein. Renseignez-vous vraiment. On n'avait que 20 minutes d'interview, mais croyez-moi que ce monsieur a vécu une vie qui vaut bien, Melinda. je ne sais pas, tout un week-end. Melinda. Melinda. On a même le droit de repartir avec un ouvrage dédicacé. On a même un ouvrage dédicacé, et faut bien avouer que ça vaut le coup. Voilà. Un très très grand monsieur, hein, vraiment. Ouais. Renseignez-vous. Je pense au-delà. qu'on peut applaudir au Taxou dans le chat. T'as été royal apprécié pour ta traduction. sur la traduction. Bravo à tout le monde. J'espère que j'ai transmis les bonnes infos. Thank you very much. Bye bye. Thank you. Bye bye. It was an honor. Thank you very much. Yeah, we have one book for you as well. Thank Maxime, you. il a pas son Maxime. Thank you very much. Thank you. Il faudra un troisième exemplaire pour signer pour Maxime. Qu'il a bon, bien écoutez, mérité. c'était sympa. Bah tu vas pouvoir souffler, dis donc. Tu vas pouvoir respirer un peu. Bon, je vous laisse, moi je vais dormir, hein, des Franchement, bisous. Voilà, on va souffler un petit peu et on va accueillir quand même, on va enchaîner un troisième invité. On va recevoir la société Stage 11. Alors, Stage 11, bah voilà, super, rapidité, efficacité, formidable. Alors, on va repasser en français, donc ça va être colos. Ça va être bien. Voilà. Bonjour. Alors, Olivier Ozou, c'est ça? Je peux rester en anglais si vous voulez. Non, ça ira. Au niveau de l'anglais, on a donné, là, c'est bon. Parce qu'en fait, normalement, je suis basé à Los Angeles. Voilà.
Mais bon, ouais. C'est bien en français. Mais là, en France, je fais. Parlez bien près du micro, si possible, pour vous entendre bien. Alors, Stage 11, vous, votre créneau aujourd'hui, c'est de réinventer le divertissement dans le Metaverse. C'est globalement ça. Déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter la société déjà ? Oui, absolument. Donc, Stage 11, on est une start-up assez récente. On a été fondé il y a à peu près 1 an et demi. On a reçu nos fonds principalement en France. On a levé, je crois, 7 millions d'euros l'année dernière, qui sont tombés en mars-avril. On est une équipe de 35 personnes à peu près en ce moment. Les fondateurs sont basés à Paris. On a une équipe sur la France, une équipe en Californie dont je fais partie, surtout l'équipe technique, et ensuite le reste distribué. On est comme la plupart des startups qui ont commencé en milieu ou début de pandémie, on est une société virtuelle avec les gens qui travaillent d'où ils sont, ce qui est très pratique. Ok, voilà. Melinda, vas-y, si tu veux enchaîner. Justement, vous parlez métavers, alors on est dans un sujet du moment, dirons-nous. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous, le divertissement ou le métavers ? Pour nous, ça va être le divertissement. Et en fait, ce qu'on s'est proposé, moi, ce que je vois en fait personnellement, c'est le métavers, c'est un peu comme une nouvelle caméra. Alors, si on se rappelle, au début du siècle, la caméra cinéma a été inventée. Les gens se sont dit tout de suite, on sait comment faire de l'entertainment, comment raconter des histoires. On va mettre cette caméra devant une pièce de théâtre et on va dire, ça, c'est un film. Et en fait, on a compris assez rapidement que avec une nouvelle technologie, il faut toujours réinventer le produit pour l'adapter aux qualités et pas essayer seulement de refaire ce qui existe déjà. Donc pour nous, notre mission, c'est de se dire comment on peut réinventer l'entertainment. On commence par la musique. Alors comment on réinvente la musique pour le métavers ? Et pour nous, ça veut dire, en fait, on regarde le format court, c'est-à-dire l'équivalent d'un clip de musique ou une seule chanson, le format long qui sera l'équivalent d'un album ou d'un concert, etc. Et on réinvente vraiment ces deux formats-là en mode interactif pour raccourcir en fait le trajet entre l'artiste et le fan. Très, très curieux d'un tout petit point, en espérant que ce ne soit pas offensant ce que je veux dire, mais est-ce que Fortnite a été une source d'inspiration ? Parce qu'on a vu en fait pendant la pandémie avec les concerts virtuels qu'ils avaient un peu donné un premier élan. Est-ce que du coup c'est quelque chose qui aussi vous a porté en disant il y a un truc à faire ? Est-ce que vous aviez déjà l'idée avant et ça vous a convaincu qu'il y avait quelque chose ? On avait déjà l'idée avant, par contre, je crois que ça a aidé à dire oui, il y a vraiment quelque chose à faire. Bon, il y a eu Fortnite, il y a eu Roblox, il y a eu plein d'autres après. Toutes les plateformes qui ont pu en fait donner ça. Nous, ce qu'on a regardé, c'est aussi en fait qu'est-ce qu'on peut faire si on crée une plateforme native pour ce sujet-là, sans avoir besoin à essayer de bricoler comment on peut récupérer un jeu vidéo qui existe déjà et rajouter des morceaux qui sont spécifiquement pour un concert ou pour une nouvelle expérience centrée sur la musique. Je crois que tu avais une question. Si tu m'as perturbé. Justement, la première expérience là, dont on va voir des images, c'est avec David Guetta. Il a été facile à convaincre ou qui a fait la démarche ? Absolument, non, en fait, donc un de nos membres fondateurs, c'est Jonathan Bellolo. Jonathan Bellolo, qui est le fils de Henri Bololo, qui ont en fait Scorpio Music, qui est un label français qui existe depuis, je crois maintenant, 35-40 ans. Qui en fait, Henri Bellolo a été le producteur et l'inventeur, avec des apostrophes, des Village People. Donc il y a toute cette hiérarchie de la musique et tout ça. Donc, excellent contact sur le Rolodex avec toutes les grandes stars, etc. Donc ça a été en fait assez facile à convaincre David Guetta de venir sur le projet. En fait, c'est un de nos investisseurs aussi. Et de suite, une fois qu'il y avait David, on a pu contacter Snoop Dogg, Akon, Neo. On a déjà fait les captures avec ces gens-là. Donc ils vont être en special guest star sur l'aventure avec David Guetta. Comme ils ont des chansons en commun. Et qu'est-ce qu'on doit attendre alors ? Ça va être quoi cette expérience ? Alors l'expérience, nous on appelle ça une expérience musicale interactive, c'est-à-dire plutôt qu'un concert, c'est une expérience narrative et interactive, donc une histoire qu'on raconte avec David et on amène les fans en tant que joueurs, en tant que personnages dans cette aventure où ils partent de monde à monde au fil des chansons à faire une expérience et à vivre ensemble en fait une connexion assez forte avec David, comme si c'était plutôt un film musical ou une expérience de ce genre-là, mais en mode interactif.
Donc, c'est-à-dire, on s'est vraiment penché à dire qu'est-ce qu'on peut faire dans le métavers qui sera différent de juste dire on va vous dessiner un club, on va vous mettre un plancher de danse, David il va dans son coin et vous allez appuyer des boutons pour faire danser vos personnages. Et juste de manière très concrète, aujourd'hui c'est accessible via les caisses de réalité virtuelle du marché au grand public, c'est ça l'idée? Oui, l'idée, donc on va être principalement, donc pour nos précédentes expériences, de ce côté-là, on va être en mode PC et en mode cloud streaming. Okay. Et ensuite, on verra si... donc on essaye de ne pas être seulement en casque, mais vraiment de penser beaucoup plus grand public, être accessible et pouvoir venir les gens. Et on a aussi un volet qui est en réalité augmentée sur mobile, où c'est nos expériences plus courtes qui sont plutôt basées sur une seule chanson, un seul morceau, une seule performance. Et il y a un mélange d'un à l'autre. Il y a des choses qu'on peut récupérer d'un autre endroit, les amener dans l'autre, parce qu'en fait, il y a toute une série qui est basée sur la blockchain, le NFT, la collection, etc. Non, mais Melinda, non, vas-y. Justement, vous aspirez à quoi avec ce genre d'expérience? Qu'est-ce que vous voulez provoquer chez les gens? Déjà, ce qu'on veut, c'est vraiment aider les fans et les artistes à trouver un nouveau moyen d'expression qui les rapproche l'un de l'autre et qui leur donne un pouvoir. Bon, David Guetta, justement, vous avez demandé qu'est-ce qui l'a convaincu à faire ça. David Guetta, c'est quelqu'un qui a à peu près tout fait dans la musique électronique, dans les shows. Alors, ce qui l'intéresse chez nous, c'est se dire, est-ce qu'il y a une nouvelle façon pour moi d'aller donner quelque chose aux fans qui est nouveau, qui est différent, qui me permet de me réinventer et de devenir. Même chose pour Snoop, qui a déjà fait plusieurs expériences sur la métavers et sur différents formats. Je crois que pour eux, en fait, c'est une façon de se dire, on se réinvente, on ramène de nouvelles choses. Et pareillement, je crois qu'on peut proposer la même chose pour des nouveaux artistes qui commencent, qui seraient peut-être métaverse natifs et leur donner une plateforme qui pourront fructifier. Alors, moi, j'ai une question. Alors, David Guetta, comme vous le dites, c'est un artiste qui est accompli, qui a déjà fait plein de choses, qui a déjà eu ce contact avec les fans. Là, vous parlez d'expérience avec des artistes qui seraient métavers natifs. Est-ce que, justement, ça ne coupe pas cette expérience totalement virtuelle du contact aux fans et du contact des fans entre eux, de la dimension un peu sociale de tout cet aspect du divertissement? Est-ce que vous n'avez pas peur de ça? Il faut voir ça d'une manière additive, c'est-à-dire on ne propose pas qu'on va remplacer, et je crois que c'est un discours de Metaverse qu'on fait souvent, où on dit non, on va être complètement 100% métavers, la réalité n'existe plus, et en fait c'est faux. Ce qu'on a vu à chaque fois, surtout pour les artistes, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui est inventée, qui est disponible, les artistes sautent dessus, créent de nouveaux produits, mais ils n'abandonnent jamais les vieux produits. Le cinéma n'a pas remplacé le théâtre, la photographie n'a pas remplacé la peinture, le métavers ne va pas remplacer les concerts physiques, ni le vidéoclip, ni toutes ces choses-là. Donc je crois que ce qui va se passer, c'est qu'on va rajouter de nouveaux produits qui vont créer de nouveaux liens différents. Et je crois que virtuellement, ce qui peut être intéressant, c'est plutôt que d'être derrière dans un concert de David où il y a 500 000 personnes, et c'est vrai qu'il y a une énergie qui est incroyable, qui ne sera pas reproduite dans le Metaverse, mais dans ce cas-là, en virtuel, je peux être à côté avec lui virtuellement en faisant des choses qui sont totalement différentes. Otaksu, tu avais une question? Oui, j'avais une petite curiosité par rapport au côté interactif justement et le fait d'être en lien avec des artistes. Quand vous décidez d'un truc comme ça, est-ce que c'est l'artiste qui va venir avec une idée? Est-ce que vous avez des outils particuliers qui les permettraient de créer leurs propres expériences? Est-ce que vraiment vous creusez tout de A à Z, créer, fatigué un petit peu, de A à Z pour l'artiste et avec l'artiste? Ou est-ce qu'il y a un côté un petit peu, on a des outils et on peut moduler? Donc pour le moment, comme on est tout début de l'aventure, on est plutôt sur la première proposition où on travaille en forte collaboration, très proche avec les équipes des artistes et tout ça pour définir et réinventer ce nouveau produit, ce nouveau médium. Mais au fur et à mesure, on va créer aussi des outils adaptés. Et l'idée générale, c'est au fil du temps de passer à quelque chose qui est fait à la main, fabriqué en artisanal, à une plateforme comme on les connaît, les Meta, les Facebook, les Fortnite, qui sont beaucoup plus ouvertes au user-generated content, où en fait les gens pourront venir et proposer leurs produits en utilisant nos outils directement. Et un peu en lien, du coup, j'étais curieux de où est-ce que vous trouvez l'inspiration quand il s'agit de créer une expérience justement interactive? Parce qu'on a finalement, outre les jeux vidéo, on a aujourd'hui très peu d'exemples. Est-ce que du coup vous focalisez beaucoup sur les jeux vidéo ou est-ce que vous essayez d'avoir un peu de l'inspiration quelque part un peu native, quoi?
ça, c'est notre secret. Non, mais bon, comme toutes les expériences créatives sur des nouvelles plateformes, c'est un petit peu justement de dire on mélange le DNA, on s'inspire de. Il y a certaines choses qu'on peut prendre du vidéoclip. Il y a des univers visuels qui sont incroyable dans l'univers du vidéoclip, qui est statique et narratif, qu'on peut rendre interactif. Il y a des choses qui vont venir du jeu vidéo, en fait, de techniques d'interaction. Il y a des choses qui viennent plutôt des réseaux sociaux, en sachant comment les gens arrivent à gagner des rapports, en fait, parce qu'il y a deux choses qui comptent, en fait, dans la métavers, je crois. D'après moi, c'est expérience, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire, quelle est une activité qu'on peut proposer, et la deuxième, c'est connexion. Qu'est-ce que je vais avoir avec un artiste ou un autre fan. Et le reste, en fait, c'est la décoration qui rend ces choses-là intéressantes. Moi, je me demandais justement, c'est un peu dans la suite de ce que vous venez de dire. Là, on a parlé beaucoup de musique, mais effectivement, il y a aussi d'autres étapes comme le cinéma d'animation. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se font en VR, notamment à Annecy. Il y a eu des compétitions de films en VR, enfin, ou de films d'animation en VR, je peux dire ça comme ça. C'est quelque chose qui vous intéresse, sur lequel vous voudriez aller, sur lequel vous travaillez déjà ? Bon, premièrement, on n'est pas nécessairement VR. En fait, on regarde beaucoup sur juste en écran plat, comme Fortnite et d'autres jeux, parce qu'il y a pas mal de limitations. Dès qu'on passe à passer un casque, l'usager ne peut plus se déplacer, passer une certaine vitesse. Il y a des problèmes de mal de mer, etc., etc. Donc, on est plutôt axé parce que justement, on veut avoir la liberté d'emmener vraiment les gens à faire des choses incroyables et fantastiques. On est resté sur un écran plat plutôt que d'être en immersion. Par contre, on est aussi en réalité mixte, en essayant tout de suite en mobile sur le téléphone, en sachant que très prochainement, on va avoir lunettes, casques, etc. Et je crois que la mix métaverse, donc, qui est surimposée sur la réalité en mode lunettes, en commençant en mode mobile, mais ensuite en mode lunettes, va être aussi très très intéressante. Parce que mon avatar, qui est ma personne avec mes muscles, les chairs et tout ça, je sais comment la contrôler très bien, alors qu'un avatar en immersion totale, c'est beaucoup plus complexe. Il y a des boutons, il y a des manettes. Donc vous croyez beaucoup plus à la réalité mixte telle que peut le faire de Microsoft ou probablement Apple plus tard, que la pure réalité virtuelle je crois qu'en fait, il y a enfin, moi personnellement, j'aime bien en fait cette superposition des choses, cette idée on peut amener l'artiste chez le fan et aussi amener le fan chez l'artiste. Et c'est pour ça qu'en fait, on a décidé dans notre plateforme d'explorer ces deux aspects et de les mélanger assez fluidement si on peut. Okay. Je regarde les questions du chat. En parlant de réalité mixte, est-ce que vous pourriez faire une expérience mixte ? C'est par exemple un vrai concert avec une dimension en métavers pour ceux qui ne peuvent pas être là. Est-ce que ce serait envisageable ? Absolument, c'est des choses dont on a parlé. Bon, on ne va pas tout faire en même temps. Le principe du start-up, c'est qu'on essaye de faire une chose bien d'abord pour qu'on puisse survivre à la prochaine étape. Mais c'est vrai qu'avec ce cœur qu'on a de musique, de performance et ça, on peut décliner dans plein de choses. En fait, on a pensé justement à dire on peut augmenter un concert physique, soit après, soit pendant. On a déjà vu certains concerts, je crois qu'il y avait à Coachella une réalité mixte qui a été faite en broadcast, c'est-à-dire les gens n'ont pas besoin de leur téléphone, mais les caméras qui sont sur place intègrent de la réalité augmentée et projettent sur les écrans. Donc ça peut être des choses très intéressantes. On peut être en pré-concert ou en post-concert où les gens, en fait, en espèce de proof of attendance, peuvent collectionner des expériences supplémentaires qu'ils puissent ensuite utiliser chez eux ou ailleurs. On a aussi pensé au mode silent disco, c'est-à-dire qu'on peut dire il va y avoir un concert avec l'ISO sous la Tour Eiffel et vous allez avec votre mobile et tout le monde voit en fait une l'ISO qui fait 30 mètres de haut en streaming réalité mixte. Ça pourrait être très intéressant. Il y a des technologies que vous souhaiteriez intégrer à votre expérience qui sont peut-être pas pour le moment faisables, mais qui viendraient s'ajouter. Pour vous, dans le métavers, c'est quoi la technologie première en fait ? Moi, je dirais la technologie première, c'est peut-être la créativité, c'est de pouvoir assembler. En fait, nous, on est prêt à attraper tout ce qui se passe. Je crois que l'idée, vraiment, c'est de dire il y a des choses intéressantes. On ne va pas réinventer la roue. Il y a beaucoup d'équipes technologiques qui font du travail de recherche qui est très intéressant, dont on peut prendre avantage. Nous, chez Stage 11, on ne s'est pas dit que notre parcours, ça va être on va créer de la technologie dure et va l'appliquer, mais on veut vraiment créer du produit en réutilisant des choses. Donc, il y a des choses qui se passent chez nous qu'on a déjà commencé à intégrer. C'est par exemple
la vidéo volumétrique, donc cette idée de créer des hologrammes, ce qui pour un artiste peut être très très intéressant parce que c'est vraiment eux, avec les vêtements qu'ils portent, avec les instruments qu'ils font, et en fait des choses qu'on peut dire qui seraient un désavantage pour un avatar, c'est-à-dire que quand on est en mode volumétrique vidéo, la performance elle est fixe, elle est inaltérable. Par contre, pour une performance d'un artiste, c'est un plus, c'est-à-dire on peut prouver que c'était vraiment, pour reprendre le cas de l'ISO, c'était vraiment l'ISO qui était là en studio, alors que quand on est en Avatar Plus, on ne sait pas qui était dans le... Ça peut être n'importe qui. Je crois qu'on va commencer à avoir, surtout avec les technologies MetaHuman qui permettent à presque n'importe qui à faire n'importe quelle autre personne, à voir comment on peut dire si... cet artiste était vraiment cet artiste. Ensuite, il y a des autres choses qui peuvent être très intéressantes, c'est rajeunir des artistes de manière significative. On a vu, il y a le show ABBA qui est à Londres en ce moment, où on a des ABBA de 20 ans qui ont été joués par des ABBA de je ne sais pas quel âge ils ont, mais ils sont un petit peu plus vieux que moi. On peut aussi ressusciter des artistes morts. On l'a déjà vu, je crois que ça fait déjà 15 ans Elvis, avec Tupac. Tupac, que Jackson aussi avait eu. On peut faire des choses comme ça. Je suis désolé, mais contractuellement, je suis obligé de placer Hatsune Miku également. Ah bah oui. Et ensuite, on a toute la catégorie dont je disais les artistes métaverse natives et les artistes qui sont 100% virtuels. Moi, je préfère ceux qui sont 100% virtuels, mais qui ont quand même un vrai humain derrière, et pas ceux qui sont poussés et proposés par des corporations où on dit on a créé ça, comme ça on contrôle le message de cet artiste virtuel. Il y a du pour et du contre à chaque fois, mais il y a vraiment des choses très intéressantes. Code Miko est une de l'autre. Ça me rend curieux. Est-ce que vous suivez des VTubers, donc les YouTubers avec des avatars je ne sais pas si vous connaissez cette tendance. Oui, du non, coup. Absolument. Parce que du coup, ça me fait penser à ça. Il y a Code Miko et moi, ce que j'aime en fait de chez elle, en fait, c'est qu'il y a ce volet en fait. Il y a Code Miko d'un côté et il y a The Engineer de l'autre. Donc c'est justement ce binôme de dire, on n'essaye pas de prétendre que l'un est l'autre, mais c'est vraiment un binôme. On dit, il y a l'artiste derrière et il y a le visuel de l'artiste. Il y a un artiste que j'ai récemment découvert, que je crois qu'il s'appelle, je vais rater le nom, quelque chose Sega, qui vient d'être signé chez Empire Records. C'est leur premier artiste visuel. C'est encore pas la même chose, c'est un vrai producteur qui fait ça, mais il est toujours représenté par un personnage virtuel qui fait ses vidéos, etc. Donc il y a vraiment des choses très intéressantes qui sont faites et qui ont déjà été commencées, je crois qu'il y a 15 ou 20 ans, chez les Japonais avec les premiers virtual artists. Une dernière question peut-être. Vous avez chacun une question? Moi j'ai une petite question, puisque Métavers, on disait, vous êtes dans le sujet du moment. Est-ce que vous avez été approché par ceux qui aujourd'hui se jettent à plein dedans? Donc je pense au Microsoft, au Meta, qui cherchent des expériences justement en métavers et du divertissement. Spécifiquement Microsoft ou Meta, pas encore. Bonjour. C'est le moment de passer des appels à Lisa. Mais non, mais c'est vrai qu'on a des discussions avec d'autres choses au niveau des labels, au niveau des choses. Bon, je ne vais pas te donner des spécificités, mais on est, comme j'ai dit, on est vraiment au tout début de notre aventure. On commence à avoir des produits. On a un stand ici sur Vivatech. En fait, on est en face du Stage 1 qu'on aurait bien aimé, qui s'appelle le Stage 11. Ça c'est joué rien. Ça aurait été classe. Voilà, et donc on présente un petit sticker et ça se débrouille. Hein. Ouais, c'est ça. On rajoute un one quelque part. Mais voilà. Ok, merci beaucoup. Je pense on est bon. Merci beaucoup. Donc on rappelle Stage 11. Donc voilà, vous créez des divertissements dans le Metaverse. C'était un plaisir. Merci. Bon salon, bonne fin de salon. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. On enchaîne, hein. Allez hop, on ne perd pas le rythme. On ne perd pas le rythme. Il nous reste encore 2 invités et peut-être un Pépé Garçon qui va débarquer un jour. Si on retrouve Pépé. Sauf s'il est épuisé, on ne sait pas. On ne sait pas, on l'a perdu. Sur ce, on va tout de suite passer à un nouvel invité, Eliatech. Eliatech qui va nous présenter des choses très intéressantes. C'est tout de suite. Ah, on ne sait pas s'il est là, peut-être que... si. C'est bon, voilà. Eh bien, venez vous asseoir. Allez-y, c'est ici. Bonjour à vous, donc Johan Boukhorst, vous êtes directeur général chez NG New Ventures et donc vous venez nous présenter le premier film photovoltaïque organique. Si je dis pas de bêtises, c'est bien ça? Bonjour, c'est bien ça. Je me suis pas trompé. Bonjour. On est bon? Voilà. Je sais que Belinda, tu as vu déjà la démo. Moi, j'ai déjà eu un petit aperçu. On est curieux de voir ce que c'est. Parce que là, quand je dis, là, on est en direct, film photovoltaïque organique,
les gens ne savent pas forcément ce que c'est. Donc déjà, qu'est-ce que c'est? Tout à fait. Donc c'est ce produit-là, je ne sais pas si on le voit là. C'est sur on est en direct, là, on a le retour là. On voit très bien. Ce produit-là qu'on peut déplier et connecter sur un toit et qui est donc un film photovoltaïque, donc qui produit de l'énergie. Est-ce que je peux un peu le manipuler pour le montrer Alors, quelle est ça ne casse pas. Et donc l'intérêt. Ouais, alors justement, quelle est la différence avec après la traduction, panneau, tu fais la démo. Quelle est la différence avec un panneau photovoltaïque classique? Donc les panneaux que vous voyez sur les toits classiques sont des panneaux qui sont rigides, qui sont lourds. Et donc pour les mettre sur des toits, il faut souvent une infrastructure qui permette de supporter ce poids-là. Au-delà du fait que ce soit pas toujours très joli, pas toujours très design, même s'il y a des progrès qui sont faits. Donc l'intérêt de ces panneaux-là, c'est qu'il y en a plusieurs. Le premier, c'est qu'ils sont légers. Vous voyez qu'ici, vous avez 50 watts. Parlez bien près du micro. Allez, pour monter le micro un petit peu. Parlez bien près du micro pour qu'on vous entende. Ici, vous avez 50 watts. Donc c'est léger, c'est light. Donc c'est très fin. Otaxou, si tu peux nous l'incliner pour montrer justement à quel point c'est extrêmement fin. J'ai montré tout à l'heure, c'est le premier truc que j'ai montré justement. C'est vraiment très fin. Ah oui. C'est très fin et alors ça se place, surtout ça se colle. Donc il n'y a pas beaucoup de, il y a pas de travaux particuliers, il n'y a pas besoin d'une expertise énorme pour le. Qu'est-ce que c'est ça du coup, cette petite interface de connexion là, ce boîtier. Donc ça c'est le connecteur électrique. Donc si le panneau est produit, mais il faut bien que l'électricité soit reliée quelque part pour être utilisée. Après il faut un certain gestionnaire, je présume, pour récupérer l'énergie produite ou c'est en lien direct. Non, c'est connecté. Oui, c'est connecté à une boîte de votre réseau, donc c'est sur le building la plupart du temps. Ça pourrait être aussi à la maison dans un futur, mais aujourd'hui c'est plutôt dédié à des buildings. Donc, par exemple, des cas d'usage concrets que beaucoup de vos spectateurs ont vu probablement, c'est sur le toit de Roland-Garros cette année, mais c'était également le cas les années passées. C'est ce type de panneau qui a été placé, qui cumulé avec des batteries que Engie a fournies, permettent d'alimenter une partie du stade en énergie renouvelable. C'est grâce à vous qu'on a pu faire des matchs jusqu'à pas d'heure le soir, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Entre autres. Ah oui, le fameux Nadal Djoko, ouais. Ça peut s'installer sur des surfaces jusqu'à combien? Il y a une limitation ou pas? Non, il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas de limitation. À ma connaissance, il n'y a pas de limitation. Juste un point, moi, donc ça, c'est une société, une start-up qui s'appelle Eliatech, on en parlait, qui est basée en Allemagne, à Dresde, qui produit ces films-là dans leur usine. Moi, je travaille pour Engie New Ventures, qui est le fonds d'investissement corporate d'Engie, qui a investi avec d'autres co-investisseurs dans la start-up qui produit ces films-là. Et l'intérêt qu'on a en co-investissant est de pouvoir accéder à ce produit, donc c'est les entités business d'Engie, pour pouvoir les intégrer dans des solutions d'Engie et les installer, les vendre pour nos clients. En l'occurrence, Roland-Garros est l'un de nos clients de longue date. Est-ce que ce sera justement... Alors, c'est une solution qui n'est pas encore... Je crois, là, vous êtes dans une phase de test. Je crois qu'il y a eu des tests à La Rochelle aussi, faits. Est-ce que c'est une solution qui sera après accessible au grand public? Est-ce que n'importe quel particulier qui veut la mettre sur son toit aujourd'hui à la place de ces fameux panneaux qui prennent de la place pourra faire appel à vous pour installer ça? À travers probablement des revendeurs, des installateurs. L'ambition aujourd'hui d'Eliatech n'est pas de vendre sur Amazon, par exemple, ces panneaux-là. Après, ça pourra changer, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est des installateurs, des énergéticiens qui intègrent ces panneaux dans d'autres solutions et qui sont vendus au public. Le monde ou la clientèle particulière n'est aujourd'hui pas visée. Aujourd'hui, c'est plutôt pour des buildings. Vous trouvez ce type de produit, par exemple, sur des grands buildings, sur leurs toits, sur les façades. Ce qui permet, au-delà d'être joli, d'être neutre en énergie, neutre en carbone. Parce que moi, ce dont je me demandais justement, à l'inverse de ces tailles XXL, est-ce qu'on pourrait imaginer ça sur des plus petits produits pour alimenter des batteries, des objets type, pas des smartphones, mais des choses plus petites, ou c'est vraiment dédié à de la très grande surface uniquement? Oui, c'est dédié à des grandes surfaces. Ce type de produit, pas celui-là, mais existe à des toutes petites échelles. C'est d'autres fournisseurs qui le fournissent et c'est pas la priorité ça entre pas dans le cadre d'Engie. D'accord. Mais il y a d'autres fournisseurs, vous trouvez ça sur des sacs de voyage, sur tout un tas de choses, ça existe. Vous allez chez un revendeur classique, je ne citerai pas de nom, mais vous les trouvez. Vous l'avez cité juste avant. Donc. On peut y aller. J'ai vu justement le revêtement, vous parlez on parle de
film photovoltaïque organique, en quoi il est organique ? Il est nettement, on a vu, moins épais que des panneaux normaux, mais la structure n'est pas la même non plus, la matière. Bien sûr, le composant qui permet de le faire n'est pas du... D'habitude, on parle de silicium classiquement pour faire ce type de panneau. Ce n'est pas le cas ici. C'est une matière organique dont je ne peux pas vous détailler la composition. Secret. Mais qui a... D'abord, c'est protégé par des brevets et c'est secret. Mais surtout, ça a la particularité de ne pas utiliser de ressources rares, de raw matériaux, de matières premières rares, premièrement. Deuxièmement, d'être très très bas carbone dans la production. Vous savez que les panneaux solaires classiques ont un challenge aujourd'hui qui est de dire, très bien, pendant la phase d'opération, pendant la production, ça ne consomme pas de carbone, ça ne produit pas d'émissions de CO2, néanmoins pour la fabrication des panneaux, ça en émet. Là, sur ce type de panneau, c'est extrêmement bas. Mais du coup, est-ce que la production de ces panneaux ne coûte pas plus cher qu'un panneau classique ? Aujourd'hui, comme tout nouveau produit, ça coûte un peu cher de le produire parce qu'il faut arriver à une phase d'industrialisation qui permettra d'atteindre un coût acceptable. Mais dans les projections que vous avez, on n'aurait pas investi si on n'avait pas de projection que ce soit même moins cher que des panneaux classiques. Ça n'empêche que, encore une fois, le segment de clients qui est visé n'est pas le même. Ouais. Il restera toujours moins cher parce que les panneaux solaires classiques baissent aussi en coût. Il restera toujours moins cher d'y mettre des panneaux solaires classiques. Ouais. Mais dans beaucoup de cas, vous ne pourrez pas le faire. Vous ne pourrez pas le faire sans renforcer la structure, par exemple, de votre bâtiment, sans enlaidir votre bâtiment et sans y créer vraiment des travaux qui sont coûteux. Il y a une plus-value à la facilité d'installation. Voilà, je vous incite à aller voir sur le site d'Engie. Vous voyez typiquement l'installation de ces panneaux-là qui ont eu lieu à Roland-Garros. Il y a une vidéo qui le montre. Je ne dis pas que n'importe qui peut le faire, mais... C'est un mec, Gérard, avec du scotch. Non, c'est autocollant. Je crois que c'est autocollant. J'ai vu, non, c'est un film qu'on retire, c'est ça ? C'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Vous avez bien regardé, effectivement. C'est encore plus simple. Donc ça peut, pour une partie, ça peut être fait comme ça, oui. Il y a beaucoup, sur le chat, il y a beaucoup de gens qui demandent quel est le rendement de ce panneau, qu'est-ce qu'on peut alimenter, jusqu'à combien de watts, etc. quoi. Donc là, aujourd'hui, ce panneau-là, c'est 50 watts. Après, l'objectif, c'est d'augmenter. Avant, c'était moins que 50 watts. Là, maintenant, ils arrivent à 50 watts. Et l'objectif, c'est d'aller progressivement vers 100 watts. Donc, c'est 1 mètre carré. Est-ce que c'est... 100 watts par mètre carré, du coup. Voilà. Enfin, 50 watts par mètre carré. Je rebondis sur cette question-là, parce qu'on a une question dans le chat, justement. Par rapport à des panneaux photovoltaïques actuels de même surface, est-ce que le rendement, il est équivalent, nettement inférieur encore pour le moment ou pas ? Ça dépend de quel panneau on parle. Il y a tout dans la nature aujourd'hui. Dans la nature, sur ce que vous installez actuellement, des panneaux plus classiques, on dira. Mais de la même façon, ce qu'on installe dépend vraiment du besoin du client. Il n'y a pas aujourd'hui une norme classique. Je dirais qu'on est à peu près... c'est difficile pour moi de parler de ça, mais je pense qu'on est à peu près à la moitié du rendement d'un panneau classique, c'est-à-dire dans des conditions particulières. On ne peut pas comparer finalement ces produits-là. C'est pour un besoin spécifique. On est bon dans les questions ou t'as une question du chat C'est vrai que dans le chat, on a énormément de questions. Vous voyez, comme quoi il va falloir passer aux particuliers. Il va falloir équiper les particuliers. Non, mais en vrai, c'est vrai que c'est des sujets qui sont extrêmement importants aujourd'hui. Et ça fait partie de ces choses-là qui peuvent aider, mine de rien, à ce que la planète aille mieux, quoi, tout bêtement. Quoi. Alors, en fait, aujourd'hui, c'est une technologie qu'on appelle depuis longtemps, d'ailleurs, un BIPV, donc Building Integrated Photovoltaic, qui est quelque chose qui est l'avenir pour les buildings, pour la neutralité carbone qui sera nécessaire pour les neutralités carbone et, d'ailleurs, consommation d'électricité, qui sera nécessaire dans les buildings demain. Donc, évidemment, il y a un enjeu très, très important. Voilà, donc là, par exemple, vous voyez... Voilà. J'ai une question, oui, sur la durée de vie. Alors, on nous demande la durée de vie. Je pense que c'est un peu tôt, peut-être, pour avoir une idée. Mais est-ce que c'est des choses qui doivent être recyclées, changées à terme, parce que ça se colle ? Alors, justement, la différence par rapport à une installation plus classique, c'est que, justement, ça se colle. Oui, tout à fait. Là, par exemple, excusez-moi, je commente l'image. Là, je pouvais parce que voilà. C'était un parc. Juste avant, c'était un stade, recouvert par Engie au Mexique. Et juste avant, vous aviez vu l'installation à Roland-Garros. C'est peut-être d'ailleurs celle-là qu'on voit maintenant. On voit la façon dont c'est. Donc, je peux commenter ce qui a été fait par Engie, pas ce qui est fait par d'autres. Parce qu'évidemment, il a cette start-up Eliatech a d'autres clients.
Donc la durée de vie, oui, il est un peu tôt pour en parler. Évidemment, la start-up vise une durée de vie qui soit suffisante pour être acceptable pour le marché, pour un client. Ça peut pas être d'1 an, par exemple. La durée de vie, alors c'est entre 10 et 15 ans. Je peux pas exactement, mais en tout cas, c'est ce qui est visé. Je vois que justement, par rapport à des panneaux, on a moins l'habitude de voir ça, par rapport à des panneaux solaires classiques, ça peut se mettre à la verticale. Dans tous les sens. Oui, c'est ça, non mais... Diagonale, si tu veux. Non, mais on voit rarement des panneaux photovoltaïques, justement. Oui, on a toujours l'impression que ça doit être sur un toit en pente. Et parce qu'il y a une structure qu'il faut respecter, qui doit tenir. C'est juste la structure. Parce que c'est lourd. Ça, c'est pas lourd du tout. Hein. Je le porte avec une main, et encore, c'est le bras gauche. Ok, ça marche. On est bon sur les questions. Moi, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. C'est bon. Ok. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, merci on rappelle, c'est donc là, vous bossez pour NG New Ventures. NG New Ventures, et la société qui développe ça, c'est Eliatech, et on espère voir par ça peut-être un jour sur toutes les maisons, sur les toits de toutes les maisons. Clair. Merci beaucoup. On vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci. Et c'est l'heure du dernier invité, figurez-vous. Non. Mais si. Écoutez, ouais, on est dans les temps, c'est incroyable. Cette émission est dans les temps, c'est la révolution. Je compte pas Pépé, parce que Pépé, il fait partie des meubles, bien sûr, maintenant. Enfin, un meuble invisible. Pépé, il est invisible. Je crois que ça va devenir le running gag, je ne sais pas. On nous fait. Est-ce qu'en régie, est-ce que Pépé va venir un jour? Oui. Ah, super. Mais ça tombe bien parce qu'il nous laisse. Pépé, il arrive, c'est le truc qu'on a entendu il y a 1h30 aussi. Ça nous laisse le temps d'accueillir notre dernier invité, effectivement, pour cette émission. On va parler espace, puisqu'on accueille Interstellar Lab. Bonjour. Donc Barbara Belvisi, fondatrice et CEO de Interstellar Lab, comme je viens de le dire. Donc vous, ce que vous faites, vous créez des pods à destination de l'espace. Donc déjà là, on part dans quelque chose de très impressionnant. Là, on va très loin. Là, on va très loin. Voilà, expliquez-nous en quoi consiste tout ça. En quoi consiste ce qu'on fait. Déjà, merci beaucoup de m'avoir avec vous aujourd'hui sur le plateau. Alors, Interstellar, on fait des pods pour l'espace, mais aussi pour la Terre. Ça, c'est important à comprendre. En fait, notre métier, c'est de créer des structures déployables dans lesquelles on va recréer les climats idéaux, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur de la structure, pour permettre à la vie de se déployer. Et donc, en fait, on fait des pods, des genres de bulles gonflables. Il y a quand même une structure derrière et pas mal de hardware. Et donc qui vont pouvoir être déployés sur Terre et aussi dans l'espace. Donc bien sûr, c'est pas exactement la même technologie qu'on va utiliser sur la Lune par rapport à la Terre. Et en fait, sur Terre, du coup, on crée ces cocons et on fait de l'agriculture ultra haute performance, hyper contrôlée, et qui nous permet de faire pousser des plantes dans les meilleures conditions. Et on bosse avec la NASA pour amener les plantes sur la station spatiale et aussi sur la future base lunaire dans le cadre du programme Artemis. D'accord, gros programme. C'est juste super fascinant, je trouve. Au texte, vas-y. Alors, j'avoue que à la base, ça devait être ma dernière question, mais je pense que je vais la mettre en première. Elle est un petit peu stupide. Non, mais il n'y a pas de question stupide. Il n'y a jamais de question stupide. En fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais est-ce que cette idée est de base née parce que vous vous êtes dit, bon, c'est déjà mort sur la Terre, on est au courant maintenant. Donc, est-ce qu'on ne produirait pas ça tout de suite ou ça venait d'autre chose, en fait? Alors, c'est une combinaison de plusieurs trucs. D'abord, il y a un rêve de petite fille. Quand j'étais gamine, j'étais très nerd, comme plein de gens, mais très fan d'espace. Non, pas du tout. Et très fan d'espace. Et donc, du coup, je rêvais vivre sur une autre planète. Donc, je m'étais amusée à dessiner des dômes. J'ai même peint, et ça existe toujours dans la maison de mes parents. Là, j'étais adolescente, donc c'est déjà un petit peu plus grand. J'avais peint les murs de ma chambre, j'avais peint des fleurs, parce que je m'imaginais vivre dans un dôme. Enfin bref, bon. Et après j'ai grandi. Ça vient de très très loin. Ça vient de très loin, quoi. C'est le truc qui m'habite depuis que je suis petite. Et après j'ai fait mes études. Je suis devenue, j'ai fait de l'investissement, j'ai monté des fonds d'investissement, financé plein de startups. Et à un moment, j'ai voulu créer ma propre start-up et j'ai commencé à me concentrer sur des technologies pour la Terre. Parce que je voulais être très préoccupée par la perte de la biodiversité, par les problématiques qu'on a sur la production de nourriture, le traitement de l'eau, le traitement des déchets. Et donc, je commençais à réfléchir à comment concevoir une espèce d'usine, de serre dans laquelle on allait faire pousser les choses en circuit fermé. Et je fais ça et on est en 2017. Et il y a les boosters de SpaceX qui reviennent, donc SpaceX qui montre qu'ils ont réussi à construire la fusée. Et moi, je suis une grande fan d'espace, la petite geek de l'enfance qui se réveille. Et là, je me dis, mais super, on va retourner sur la Lune, on va aller sur Mars. Mais en fait,
pour vivre sur la Lune et sur Mars, on a besoin d'un système où on va produire en circuit fermé les plantes, recycler l'eau, recycler les déchets. Et là, je me dis, mais c'est exactement la même chose que ce que je suis en train de faire et réfléchir pour la Terre. Et si les systèmes qu'on designait pour l'espace pouvaient nous aider sur la Terre. Donc voilà, donc il y a toute une réflexion au final très logique et assez pragmatique avec la techno, ce qui se passe dans le spatial. Et tout ça revient avec le rêve de gamine. Et du coup, je me dis, mais c'est dingue. Voilà. Et justement, il y a un côté très rêveur dans cette techno. Qui me séduit pas mal, mais comme vous le disiez, il y a aussi l'idée de faire des biopods pour la Terre actuellement. Pour vous, c'est quoi la vision justement dans ce qu'il y a de bénéfique à avoir un biopod déjà sur Terre avant même d'imaginer aller sur Mars ou ce genre de choses? En fait, c'est une bulle qui est totalement autonome, donc à laquelle on va donner différents programmes en fonction de ce qu'on veut faire pousser, et qui automatiquement va recréer les conditions idéales. Donc on va capturer. Donc le biopod respire, hein, donc c'est vraiment on gonfle le dôme, à l'intérieur, devant il y a un airlock pour entrer vraiment comme si on était sur Mars, hein. Et donc le biopod respire et il aspire du CO2 ambiant et il vient augmenter les niveaux de CO2 à l'intérieur du pod. Pourquoi on fait ça? C'est parce que effectivement des images là. On voit, on voit effectivement sur les images, donc on a tous les systèmes hardware qui sont à l'intérieur de la coque du biopod, et de ces systèmes hardware... Simplement pour la perspective, ça fait en taille, ça ressemble à quoi ça, les dimensions 11 mètres de long, 6 mètres de large, 5 mètres de haut, donc c'est 55 mètres carrés au sol. Ah oui, quand même, c'est une mini-habitation. C'est une bonne serre. C'est une bonne serre, et on a quand même 4 mètres de hauteur, donc il y a 5 mètres de haut, enfin un peu plus, quasiment 6. On a 4 mètres de hauteur de culture, et à l'intérieur, on vient mettre des systèmes de culture. Alors là, c'était les anciens systèmes de culture qu'on avait. Maintenant, on a designé, on a un système à l'horizontale. Et voilà. Et donc, en fait, le pod respire. Donc, comme je disais, il attrape le CO2 ambiant. Donc, on vient capturer le CO2 pour le donner aux plantes et on rejette de l'oxygène. Donc, on a un petit poumon qui vient capturer. Et c'est un gros sujet aujourd'hui, le CO2. C'est un biodôme, en fait. C'est un biodôme. C'est un biodôme. Et est-ce qu'on peut y mettre des gens dedans? C'est ça la vraie question. Après, oui. Aujourd'hui, on se spécialise vraiment sur les plantes. Donc, de vraiment créer le climat et de jouer avec la lumière, l'humidité. Donc, on monte le niveau d'humidité jusqu'à 90%. On a 85%, c'est l'idéal pour les climats tropicaux. Okay. La lumière, on booste aussi. La chaleur, on monte très haut la température, un petit peu comme aujourd'hui à Paris. Après, on peut aussi descendre et faire des climats plus froids, plus tempérés. Est-ce que vous avez à peu près une idée de la capacité de production d'un biodôme sur certaines espèces? Bien sûr. Typiquement, donc, ce qu'on fait aujourd'hui au laboratoire à Ivry-sur-Seine, on a 6 mini-serres dans lesquelles on a testé plein d'espèces, le temps de finaliser la production et de trouver tous nos partenaires pour produire les biopods. Donc on sait par exemple sur une plante, alors ça parle pas à tout le monde, mais une plante que moi j'adore qui s'appelle le vétiver, qui est dans 70% des parfums, voilà, qui est utilisé. C'est un truc de fille visiblement. Voilà, c'est un truc de nana. Je vois vos têtes, messieurs. Il y a très bon parfum pour hommes, hein, oui. Non, moi aussi je connais. On le sait pas. C'est dans énormément de parfums pour hommes. Voilà. Le diable de Vétiver, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, le vétiver, on fait x7. Donc x7, ça veut dire 700% de rendement supplémentaire par rapport à ce qui se trouve dans l'agriculture classique. Pourquoi? Parce qu'on est en aéroponie, parce qu'on utilise moins d'eau, on optimise vraiment le climat pour la plante. Et le vétiver, en fait, il est utilisé pour ses racines. C'est un peu comme les cheveux, les racines des plantes, c'est-à-dire quand on les coupe, ça repousse. Et donc nous, on met le vétiver dans nos systèmes, il a les conditions idéales, et qu'est-ce qu'on fait? On coupe les racines, ce sont les racines qui sont utilisées pour fabriquer les molécules utilisées dans le parfum. Et donc forcément, on a des taux de croissance qui sont énormes et exponentiels par rapport à l'agriculture classique, tout en utilisant moins d'eau, en recyclant l'eau et en capturant le carbone. Donc l'intérêt du biopod, c'est qu'on a vraiment une technologie durable, régénérative, et on fait de la culture hors sol, et il y a beaucoup de débats souvent sur mais non, il faut arrêter le hors sol, ou il faut faire que de l'agriculture traditionnelle. Moi je pense que on va être 9 milliards sur Terre, il faut une combinaison des deux, c'est pas soit tout l'un soit tout l'autre. Moi j'aime bien les nuances de gris. Je prends juste les questions du chat, parce que là, les gens me posent pas mal de questions. Déjà, une question qui est assez peut-être un peu vague, je ne sais pas. Comment est-ce qu'on mesure l'impact bénéfique d'une telle initiative? Alors,
Il y a plusieurs manières. Donc nous, on travaille, il n'est pas encore finalisé le cycle de vie du produit. Et donc vraiment d'analyser tous les impacts qu'on a tant dans la sélection des matériaux, la construction, le transport et l'installation du biopod. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous et qui est un travail qu'on mène à côté et qu'on communiquera quand on sera prêt, quand on aura plus de visibilité. Comment est-ce qu'on mesure l'impact ? On le mesure sur les différentes espèces qu'on va faire pousser. Et donc, on va prendre en fait le cas classique d'aujourd'hui de comment un acteur comme L'Oréal ou LVMH va se sourcer en vétiver. Et nous, on vient montrer comment en fait, notre solution, elle va réduire, on ramène en local, on réduit les émissions de CO2, on réduit l'impact au sol, parce que ça, c'est un des sujets qui est hyper important dans l'agriculture, c'est qu'en fait, il faut... La problématique d'équilibre sur Terre de la biodiversité, c'est qu'on est en train de prendre du terrain aux espèces pour l'agriculture. Et donc nous, en créant ces dômes plus petits, qui sont plus hauts, on arrive à redonner de l'espace. Donc en fait, à minimiser l'espace de culture. Et ça, c'est des choses qu'on sait mesurer et qu'on peut donner comme information. Un autre impact qui est hyper fort par rapport à ce qu'est le biopod, c'est en fait préserver la biodiversité. Dans notre création de notre catalogue d'espèces, on s'intéresse aussi aux espèces en voie de disparition. Et donc aujourd'hui, il y a des greniers à grains qui permettent de conserver des espèces qui disparaissent, mais ce qui n'existe pas, c'est la serre qui va permettre de les faire pousser et de recréer les conditions qui n'existent plus aujourd'hui sur Terre pour les faire pousser. Et donc en fait, le biopod est aussi un outil de préservation de la biodiversité. Donc on travaille là-dessus avec des organismes comme de Biodiversity Conservation. On regarde avec WWF ce qu'on peut faire aussi pour implémenter nos systèmes, pour permettre de faire pousser des espèces en voie de disparition et de les réimplanter après en local. Je te vois opinion du chef, là, Taxou. Ah, mais c'est moi, je trouve ça génial. Justement, non, mais j'ai une curiosité justement par rapport à cette technologie parce qu'on voit qu'elle a énormément d'applications et énormément d'applications importantes en vérité pour l'avenir, mais sur le court terme avec la création de l'entreprise, les premières choses et les premiers intérêts que vous voyez, est-ce que ça va plutôt du côté de l'espace et de l'exploration ou est-ce que ça va plutôt du côté du rendement, de la prod, ou est-ce que vous avez vos premiers court terme? En fait, ouais. on a vraiment deux business, un business spatial et un business terrestre. Le business terrestre, la demande, elle vient beaucoup des acteurs de la cosmétique, de la pharma, en fait, tous ceux qui ont un intérêt à faire pousser de manière durable des plantes. Un rendement maximal. Avec un rendement et surtout des plantes de haute qualité. Donc nous, on fait des plantes à forte valeur ajoutée. On fait de l'agriculture de haute précision. Donc on va aller chercher la production de molécules spécifiques en jouant avec les conditions environnementales. Et donc il y a tous ces acteurs-là. Donc là, on est sur de l'agriculture haute précision. On a tous les acteurs aussi qui vont être dans l'hôtellerie. Donc que ça soit... What? Pour pouvoir on va dormir dans le biodôme? Non, mais pour pouvoir amener la production en local. Donc ça, on se retrouve aussi avec beaucoup dans des zones désertiques. Donc on travaille avec l'Arabie Saoudite, avec les différents déserts, pour pouvoir amener. Là, on est sur de la production de nourriture en local, dans des espaces où le climat est trop contraignant. Et donc plutôt de faire de l'import-export constamment, ils préfèrent faire appel à des solutions comme la nôtre. La troisième typologie, c'est la recherche. Donc comment on utilise le biopod pour faire de la recherche dans le cadre du réchauffement climatique, de voir comment on peut aider les plantes à mieux réagir, à mieux se prévenir de ça. Et ça, c'est le terrestre. Et ça, c'est parti, ligne de production en France. Ça, c'est que le terrestre. Voilà, c'est super le terrestre. Et c'est déjà énorme. Ouais. Et donc là, on a des premières commandes, on a 70 précommandes. Cette année, on a lancé un premier batch de production. Donc on a le premier qui est en montage là à Ivry. Et on peut en faire 10 cette année. Je pense qu'honnêtement, on en fera 5. Ouais. Et pour les tester, les améliorer. Et l'année prochaine, on pourra livrer à nos clients. Ce sera le premier batch. C'est le premier batch de pilotes, de vraiment des différents pilotes. On est en train de décider avec qui on fait les premiers pilotes. Parce que... Alors juste pour remettre en contexte, la création de l'entreprise, c'était 2017, c'est ça? 2018, fin 2018, donc, un an de R&D. Avec une idée comme ça, il vous a fallu que 4 ans pour arriver à la production du premier biopod. Ouais, on travaille beaucoup. Et c'est pas j'imagine que ce n'est pas un milieu très concurrentiel. Alors sur Terre, si. On fait face à tous les acteurs qui sont dans l'indoor farming et qui n'ont pas eu l'idée au départ d'aller sur des produits à haute valeur ajoutée. Donc maintenant, on voit plein d'acteurs qui, comme par hasard, se mettent à faire des plantes. On était les premiers à faire, mais c'est bien, c'est sain la compétition, c'est très sain. Et sur le spatial,
donc qui est la deuxième partie de notre business. Là, donc là, on était les seuls en fait à avoir une approche qu'on dit full stack, donc totalement intégrée. C'est que du concept au software, à la recette pour faire pousser les plantes, on fait tout en interne. Donc dans l'équipe, il y a des agros, il y a des ingénieurs aérospace, des designers, des archis, des codeurs. Enfin, il y a vraiment tout. Équipe hyper jeune, multidisciplinaire. Enfin, je suis trop fan. C'est grâce à eux qu'Interstellar, on est là où on est, on fait ce qu'on fait. Et du coup, sur le spatial, la concurrence, c'est plutôt des gros acteurs établis. Donc, il y a 2 gros acteurs, Sierra Space et Redwire. Et en fait, ils sont très hardware. Et donc, c'est un peu... Il n'y a pas le soft, ils n'ont pas cette approche qu'on a. Nous, on a un peu la Tesla de la greenhouse. Clé en main, quoi. Ouais, voilà. Clé en main, l'UX, elle est cool. Et d'ailleurs, vous comptez envoyer quoi dans votre premier pod pour l'espace? Alors, donc du coup, ça amène. On a donc 2 gros contrats avec la NASA. Un premier qui était une compétition qu'on a gagné, un appel d'offres sur la production, sur le design d'un système de production de nourriture dans l'espace. Donc, on a proposé un système pour les plantes, les champignons et les insectes. Donc ça, on a gagné la phase 1. La NASA a financé la première phase. On est passé en phase 2, prototypage à Cap Canaveral, donc au Kennedy Space Center. Et ça, pour la fin de l'année, on a montré le prototype. On vise septembre, mais la deadline, c'est fin d'année. Et le deuxième contrat, qui est un beaucoup plus gros contrat sur lequel on n'a pas trop communiqué encore, mais voilà, on a un programme sur 5 ans sur la spatialisation du biopode. Donc en fait, on prend un biopode, on va le désosser, on va en faire un biopode lunaire. Et on a 5 ans, on va être prêt pour 2027. Et ça, c'est hyper cool, c'est très rare d'avoir signé ce genre d'accord avec la NASA. Et du coup, en attendant, on fait des petits payloads, des petites structures. Et donc le premier payload qui s'appelle Bloom, on l'envoie peut-être fin d'année. On attend la réponse d'une boîte qui fait des lanceurs. Tout le monde devine qui c'est, voilà. On voit pas du tout. On voit pas du tout qui c'est. Et on attend de voir, on pourrait peut-être monter sur une mission en novembre. Si c'est pas le cas, ça sera le début d'année prochaine. Et donc là, c'est un tout petit payload dans lequel on va envoyer une fleur qui s'appelle la pervenche de Madagascar, qui est une des premières fleurs qu'on a fait pousser dans nos systèmes à Ivry. Parce que je voulais absolument qu'on fasse un pod Madagascar. Et du coup, cette fleur, elle est dans ses feuilles, elle produit 2 molécules, vincristina et vinblastine, pardon, c'est un peu technique, mais voilà, qui sont utilisées pour faire les traitements contre le cancer en chimiothérapie. D'accord. Et donc nous, on le fait sur Terre pour la pharma, pour accélérer la croissance de la plante, pour l'optimiser, qu'elle produise plus de molécules. Mais en fait, la microgravité et les radiations solaires ont un impact sur toutes les plantes. Et parmi ces impacts, c'est de stresser la plante pour qu'elle produise plus de molécules. Donc on va envoyer cette fleur pour voir comment on va mesurer. En fait, on sait déjà que ça va augmenter la production, mais pour mesurer l'impact. Exactement. Donc voilà, c'est un peu le Petit Prince là, ce que je vous raconte. C'est génial. Mais justement, est-ce qu'il y a une spécificité particulière lorsque vous envoyez un pod dans l'espace, quand vous prévoyez de le faire? Est-ce qu'il y a une spécificité sur le hardware, sur le software? Est-ce qu'il y a un choix particulier de plantes? Pas nécessairement parce que vous avez envie que ce soit celle-là, mais parce qu'il faut que ce soit celle-là, ce genre de choses que vous devez étudier? Ouais, donc quand c'est dédié à la recherche, donc par exemple comme ce petit CubeSat sur lequel on va lancer sur la fleur, là c'est vraiment dédié à la recherche pour une application pharmaceutique. Ouais. Donc c'est nous qui décidons de quelle espèce on va envoyer. Quand c'est dédié à la production de nourriture pour les astronautes, on a travaillé avec les équipes du Kennedy Space Center et avec certaines équipes de l'ESA aussi, de l'Agence spatiale européenne, qui définissent les menus et ce dont ont besoin les astronautes. Okay. Et donc là, la sélection des plantes, c'est plutôt une discussion, une collaboration avec les agences spatiales parce que ça sert à nourrir les astronautes. D'accord. Quand on parle du hardware, le hardware est différent. Parce que l'eau n'aime pas l'eau et l'air en microgravité, ça marche pas bien. Ouais. Donc l'eau se déplace différemment et donc du coup c'est forcément pas le même système qu'on va mettre sur Terre et dans l'espace. Et donc c'est pour ça qu'on a ces contrats avec la NASA et ces programmes d'accompagnement. C'est parce qu'en fait ça doit répondre à certains requirements qui sont différents en fait. Donc ça change. Mais grosso modo, c'est la même chose. C'est créer les conditions et optimiser et automatiser en fait la création des conditions environnementales. Du coup, ce côté-là, en termes d'ingénierie, ça reste un concept que vous faites seul ou du coup, est-ce que vous collaborez avec la NASA aussi pour On collabore avec la NASA, c'est ça l'accord qu'il y a entre eux. Ok, ça marche. Dernière question ? Oui. Est-ce qu'il y a alors,
J'en ai 2. Est-ce que je peux mettre un pod dans mon jardin prochainement? Sur le chat, ils ont Combien ça coûtera et qu'est-ce que je ne peux pas mettre dedans? Qu'est-ce qui ne va pas pousser dedans? Pour le moment. Ok, oui, on peut mettre un pod dans le jardin. Pour l'instant, les premiers pods sont à 250 000 €. Je vais économiser, j'appelle mon banquier. Voilà. 55 mètres carrés, il faut avoir un grand jardin. Il faut avoir un grand jardin. Alors déjà, j'ai un problème de jardin aussi. Par contre, on travaille sur deux autres tailles, une plus petite taille pour le particulier et une plus grande taille pour vraiment une production un peu plus importante. Donc la deuxième taille, ça sera à peu près approximativement la taille d'un terrain de tennis. Et on doit intégrer la chaîne de production pour baisser les coûts. C'est un peu, je reprends beaucoup l'exemple de Tesla parce qu'on s'entend bien, on les aime bien et on s'entend bien avec SpaceX aussi. Ils sont très inspirants pour nous. Mais au début, la première Tesla était très chère et il a fallu intégrer la ligne de prod pour pouvoir baisser le prix. Et là, on est un peu là-dessus. On est un peu sur de la serre hype. Alors après, ça reste pas cher par rapport aux serres bioclimatiques. Par rapport au prix du mètre carré parisien, ça reste pas cher. Non, mais honnêtement, je vais emménager dans un bio. On est ultra compétitif. C'est quand même stylé de l'extérieur. C'est quand même pas mal. Et puis en autogestion, c'est génial. Attends. Et ce qu'on peut pas faire pousser, on peut quasiment faire tout pousser. Alors c'est sûr, un bananier, ça va être un peu chiant. Problème de taille. Voilà, pour la taille. Voilà, donc on fait plutôt des plantes et des petits arbustes. Et à terme, on pourra faire des beaucoup plus grandes plantes. Mais tout est une question juste de setup. Mais voilà. Tout est possible. Sur le chat, globalement, ils sont assez surpris même du prix. Ils disent non, ça va, franchement. C'est les prix parisiens, on n'a plus l'habitude. Non, mais par rapport à une serre bioclimatique, c'est pas cher. Une serre bioclimatique, c'est 10 millions. Il faut creuser des fondations. Il faut 12 mois d'install. Là, on y va. En 5 jours, c'est fait. Il n'y a pas besoin de creuser. Il faut juste le brancher. Tu as présenté des usages multiples d'une solution qui reste effectivement moins chère sur le B2B que tout le reste. Donc, non, on est bien, on s'est bien placé là, on avance bien. Écoutez, super, on espère peut-être qu'on aura tout ça dans notre jardin un jour, ou peut-être qu'on ira sur la Lune ou sur Mars pour cultiver. Vous allez surtout venir à Ivry dans un mois le voir. Voilà, on va commencer par un truc local. Donc vous n'êtes pas très loin en plus. Merci beaucoup, donc on rappelle Interstellar Lab, vous êtes la fondatrice et CEO de cette belle société. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de salon. Merci beaucoup. C'était passionnant. Je crois qu'on a un dernier invité, non? Pas des moindres. On est obligé de l'accueillir. Est-ce qu'on l'accueille? Je sais pas ce qu'il va nous. De quoi il va nous parler? Regardez le dernier invité. Est-ce que le videur va le laisser passer? Est-ce qu'on lui met un jingle? Est-ce qu'il mérite un jingle? On n'a pas de jingle spécifique. Allez, jingle invité. Le dossier, évidemment. Tu as 10 minutes. Tu as 10 minutes. Dossier Pépé. Comment ça va, les amours? Comment ça va, Pépé? Ah, mais t'es sur Vivatech aussi, Pépé, dis donc. Je suis désolé d'être venu à cette heure-ci parce que je sais qu'avant, vous aviez des tas de choses à dire. T'as raté. Et je me doute que j'ai raté des trucs, mais j'en suis confus. Et j'ai pas arrêté de crapahuter, d'aller voir les potes, de voir un petit peu ce qui se passe sur le salon. Et je le trouve très différent. Non, mais alors, t'es là pour ça aussi. Déjà, bienvenue dans la clim aussi. La clim, elle est vénère. J'ai un détecteur de clim sur la tête. Tu étais, c'est vrai que tu veux un petit chat, tu veux un petit bonnet, tu veux quelque chose? Oui, c'est vrai que les deux. Bref, tu étais à Vivatech hier, aujourd'hui. Globalement. Globalement, je suis surpris parce que je vais pas être méchant pour les précédentes éditions, mais je trouve qu'il y a des trucs qui sont plus funky que les autres années, qui sont ici. Et il y a vraiment un côté un peu, il y a un mélange de trucs qui sont green. On fait vraiment un loop sur le green avec certaines entreprises. On a des voitures électriques. On a un modèle Audi qui est tombé par terre, qui est ici, qui est hallucinant. Et on a plein de petits trucs. C'est-à-dire que si tu fouilles dans les startups, tu trouves des trucs de folie que je n'ai pas pu amener en plateau parce qu'il y a des choses qui sont. Voilà, souvent, c'est du volumineux. C'est assez volumineux. Tu as une sorte d'application pour avoir de la végétation à la maison et pour faire ton persil, si tu veux, avec un truc qui s'appelle, je crois, la Gadget, ou je sais pas plus quel est le nom. Et c'est génial. Tu as plein de trucs en interaction avec l'être humain. Il y a plein de robots. Et les autres années, j'avais pas tout ça. J'avais pas tous ces trucs en même temps, un peu ludiques partout. Est-ce que tu te souviens quand ça a commencé Vivatech? Parce que c'est encore jeune comme ça. C'est la 6e édition. Ouais, ça a 7 ans. Bah oui, avec deux. Après, il y a eu le Covid, mais. Et il y a eu un seulement parce qu'ils ont fait l'année dernière. Je parle en version. Avec le masque. Ils avaient 300 personnes et moi j'étais là. Ah ouais. L'année dernière, il y a une seule édition qui a sauté. Il y a une seule édition qui a sauté. Donc ils ont 6 éditions. Donc là, c'est une édition que je pense, c'est l'édition de la liberté, c'est-à-dire au moment où on se retrouve tous. Et
J'imagine que cette année, de toute façon, tous les salons. On se retrouve tous et les gens sont contents de se voir. Et du coup, il y a De Vialet qui fait des démos de mon côté. Et j'ai vraiment vu des trucs de ouf. Quoi. Justement, allez la faire, la démo de Vialet. On en avait parlé dans le journal du hardware. C'est justement pour vivre le décollage de la fusée Ariane. On vous en avait parlé dans l'émission. Elle est disponible ici, justement. Allez la faire, c'est assez impressionnant pour les oreilles. Justement, sur tes spécialités, donc globalement l'audio et l'image, qu'est-ce que tu retiens ? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont vraiment plu ? Ah oui, mais j'ai vu des... En effet, on parlait de De Vialet parce que j'ai fait l'expérience. C'est vrai que De Vialet, c'est du gros son, mais là, arriver à avoir un sacré nombre de décibels, ils ont dû baisser un petit peu parce qu'ils ont un problème sur le salon, ils ne pouvaient pas monter. Mais l'idée, c'est de retranscrire vraiment le son de la fusée Ariane de décollage parce que c'était en complicité avec Ariane Espace. C'est eux qui ont fait ça ici. Donc c'est un truc qu'on n'aurait peut-être pas vu avant, tu vois. J'ai vu également... moi, c'est les robots qui m'ont impressionné. Il y a des robots, et moi, je suis un fan également d'exosquelettes. Et quand je suis allé au stand de La Poste, j'ai vu La Poste qu'on a un apparemment. Ils en ont deux. Ils en ont un qui est particulier, qui permet de soulever des charges. C'est le premier, c'est-à-dire 20-30 kilos. Ça te tient les lombaires et dès que tu lèves, il donne une impulsion, ça fait que tu sens pas le truc. Ça c'est fou ça. Et le deuxième, c'est celui qui m'a le plus impressionné. C'est un exosquelette pour permettre à des personnes handicapées réellement, donc handicapées les jambes, tu le places et la personne se lève. Elle peut marcher. Elle peut marcher. À la Iron Man. Et là, c'est l'émotion, quoi. Et donc, à La Poste, ils ont ça, ils abritent les exosquelettes. Mais quand tu dis La Poste, ils développent ça en interne ça, Non, c'est... Comment ça marche? Non, justement, non, mais le concept, c'est ce qu'on explique un peu. Le concept ici, c'est que tu as des grandes chapelles. Comme NJ la Poste, comme NJ qui est venu tout à l'heure, donc qui nous parlait de Mediatek. Et en fait, ils ont en leur sein plein de startups. Chacun. Donc souvent, comme c'est le cas pour NJ tout à l'heure dont on parlait, des startups qui aident, qui financent, il y a beaucoup de programmes, et aussi pour les montrer. Et c'est ça qui est génial ici, c'est que justement, ne vous arrêtez pas sur le nom qui est marqué. Il faut vraiment aller fouiller. Il faut vraiment aller fouiller. Et La Poste, ils ont vraiment ça. C'est-à-dire qu'ils abritent vraiment, et puis ils ont présenté une sorte de petite... je ne sais pas comment dire, c'est un petit camion qui est génial, qui est autonome. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ce camion va aider les facteurs, c'est-à-dire qu'il peut les suivre en les géolocalisant, c'est-à-dire qu'il fait son relevé, il va à 17h par exemple pour prendre tout le courrier. Le camion, il l'appelle, le camion arrive, hop, il commence à mettre le courrier dans le camion autonome qui peut ramener au siège central, ou bien le soulager de colis ou un truc comme ça. Et c'est vraiment un truc qui est génial. Ils le lancent à Montpellier, ils mettent le premier en fonctionnement. Et il est super sexy, je veux dire, c'est vraiment un camion. Et les gens, quand le camion passe, il est lent, ils peuvent mettre le courrier dans le camion au moment où ils suivent en même temps le facteur derrière. C'est assez ouf. Et là, ils sont en train de lancer des trucs comme ça. Donc des trucs, j'en ai vu. Et j'étais très content. Et c'est vrai que j'étais impressionné par les véhicules, Audi notamment, les Tesla qui sont ici. Il y a eu des efforts de la part de Renault avec un modèle électrique absolument étonnant qui est ici. Et il y a vraiment une impulsion, au-delà de ce dont vous avez parlé avec le méta ou autre. Ouais, parce que l'image qu'on peut avoir des fois du high-tech, même nous de l'extérieur, c'est que c'est pas forcément un truc très très grand public. C'est pas l'IFA, c'est pas le CES, normalement, en tout cas, non. de ce qu'on en voit. C'est très business quand même. Mais malgré tout, demain, il y a une journée publique. Donc il y a quand même des choses plutôt fun pour le grand public, selon toi. Qu'ils aillent voir justement le stand du Japon, qu'ils aillent voir ce que fait Huawei ici aussi, ils ont des petites solutions, qu'ils aillent faire la démo de Vialet, qu'ils voient les voitures, parce qu'en effet, moi je suis comme toi, je suis arrivé hier matin, je dis est-ce que ça va être funky style régalade ou est-ce qu'on va se gonfler un petit peu et dire c'est un salon qui est quand même globalement B2B les premiers jours. Le samedi est un jour complètement à part puisque c'est ouvert au grand public. Donc évidemment, tu mets l'accent sur des expériences. Et c'est vrai que je suis d'accord. Alors moi, j'ai moins fait le tour que Pépé cette année, mais j'ai trouvé ça extrêmement expérientiel. Voilà, merci. Il y a beaucoup de choses. Alors bon, il y a des stands fintech, ce que vous voulez, mais il y a beaucoup de choses extrêmement ludiques. Et ça, je trouve que c'est un peu ce qui manquait sur les dernières éditions du monde d'avant, où on avait l'impression de voir un peu tout le temps la même chose et de voir. Là, on peut toucher, quoi. Là, tu vas chez Orange, tu as des expériences avec du gaming. Tu peux aller à côté, tu peux avoir une expérience de gaming sur de la Formule 1 avec une vraie Formule 1 à côté, donc tu peux avoir une immersion. C'est des trucs qui sont rares ici. Et les gens, parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont là aujourd'hui, tous les jeunes que j'ai rencontrés m'ont dit c'est génial, on peut faire ci, on peut on peut faire ça. L'expérience. Allez chez L'Oréal aussi, il y a beaucoup de choses autour de la beauté. Génial. Alors ça, c'est très drôle. Il y a beaucoup de choses en réalité augmentée. Génial. Ils en avaient déjà beaucoup à une époque. Pour le coup, quand vous allez chez LVMH ou chez L'Oréal, il y a beaucoup de choses à tester. Il y a quelque chose qui est très très à la mode en réalité augmentée, c'est le try-on. C'est-à-dire aller essayer vos bijoux, votre maquillage,
vos baskets. Là, il y en a énormément. Là, tu vois, quand tu passes dans les allées, il y en a beaucoup. Et il y a chez Bulgari la montre la plus fine du monde qui tourne. Et également, justement, dans ces expériences de beauté, tu as des masques, justement, avec des LED rouges. Et tu as, je crois que chez Lancôme, un truc qu'ils vont installer dans les magasins bientôt où tu peux faire l'analyse de ta peau. Tu mets ta tête dans quelque chose, tu as un vrai scan, mais un scan professionnel sur les 15 couches de l'épiderme. Ça te sort un check. Et par rapport à ça, tu peux zoomer avec une application et voir quelle est la crème qui correspond. Ça peut paraître tout con, mais c'est des tas de trucs qu'on voit avancer de tous les côtés. Et j'étais assez impressionné par le niveau d'expérience. Qu'un dermato à un moment, c'est chaud quand même. Le niveau d'expérience, tu t'assois, tiens, je vais expérimenter. C'est ce que me disaient les petits jeunes cet après-midi. On expérimente. Mais c'est ça. Et la technologie apporte ça. Et c'est vrai que là, c'est aussi l'intérêt, c'est de voir avec des marques qu'on connaît tous. Enfin, c'est ça, Lancôme, tu te dis à quel moment ça n'est pas arrivé plus tôt de savoir de Dior, la bonne crème. Et pour eux, là, nous, on joue quelque part avec, mais c'est des choses qui vont être en boutique derrière, donc qui vont être vraiment utiles. On ne se rend pas compte, mais c'est des boîtes énormes qui ont un département R&D, on imagine, que ce soit sur des produits de beauté, mais sur le latex qui est monstrueux, quoi. Et il y a un klaxon. Parce qu'il y a des voitures. Il y a la voiture de Jurassic Park qui est ici. La voiture de Jurassic Park. Mais non, c'est en plus petit, c'est la version naine pour moi, pour que je rentre dedans. Non, mais voilà, ça continue. Ok, effectivement, ça marche pas mal. Je sais pas si on entend sur. Non, mais vraiment. Je pense qu'en direct, on l'entend bien aussi. C'est un salon que je trouve agréable. Il est agréable ce salon. Là, on est vraiment quelqu'un qui s'en va, ça donne envie de partir. Il y a un petit plan. Ah bah voilà, on est en train de filmer là. Voilà. Et voilà. C'est fini, c'est la fin. Voilà, vous l'avez parce que ça ferme. D'ailleurs, le salon est censé fermer à 18h. Ça se vide un peu là. On va faire la fermeture, on éteint la lumière en partant. Il nous reste 5 minutes. Déjà, est-ce que dans le chat vous avez des questions pour Pépé, pour Mélinda, pour nous, sur Pépé, ce que vous tes recommandations pour les gens qui viendront demain. Qu'est-ce qu'ils doivent faire en priorité? Allez chez De Vialet, allez chez Audi, allez faire toute la beauté du côté de L'Oréal, Lancôme, Dior, parce qu'il y a des innovations de ouf et c'est très très beau à voir. Faire le pavillon japonais pour aller voir les petites peluches qui sont un peu étranges mais qui donnent une idée de ce qui se passe au Japon actuellement. Et c'est les trucs, il y a également tout au fond, c'est-à-dire quand on rentre dans le Vivatech, il faut aller au fond et à gauche, il y a des tas de startups françaises qui sont là, dont justement une bague connectée dont j'avais vu au CES, qui était vachement là et qui était vachement bien, et ils sont là aussi. Il y a vraiment, je crois qu'il faut venir ici et fouiller. C'est-à-dire qu'en effet, il y a l'enseigne, et comme tu disais tout à l'heure, Mélinda, tu avais raison, il ne faut pas se fier au fait que c'est la Poste. Non, ils abritent. Allez voir. La Poste, surtout, en plus, pour le coup, ils ont souvent des choses, des petites pépites. Alors, je pense que c'est une vanne, mais il y a quelqu'un qui t'a Dr. Cos qui nous demande si c'est des choses pour les cheveux, si tu as vu des technologies pour les cheveux. Alors, il y en a toujours, ne vous moquez pas, et on met au défi le chat, ceux qui viendront demain de les trouver. C'est une vraie question. Voilà, demain, si vous venez sur le salon. Faites pas les cons, on est deux maintenant. Des technos. Je vous chope, je vous trouve. Moi, je suis pas gentil comme Pépé, je vous le dis. Non, mais il y a des trucs partout. Puis il y a des trucs pour la beauté. Franchement, la mobilité, cette année, il y a plus de voitures connectées que jamais. Il y a plus de voitures autonomes que jamais. Il y a plus de green, des effets. Par contre, les gros sujets énormes type Metaverse, NFT, machin, pas tant que ça. Moi, je sais pas. À part Meta qui est là. Si, quand même. Si, il y en a. Fait un gros tour, il y a quasiment que ça. Moi, par contre, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a beaucoup d'attention au développement bio, à tout ce qui est tech green. Green tech, et parce que moi c'est la première fois en fait que je fais ce salon, donc je ne le connaissais pas du tout. Et un truc que j'ai vraiment kiffé, c'est cette idée d'avoir les régions aussi. Il y a un côté département, développement. Ils font toujours ça. Voilà, mais du coup, Aquitaine, la Normandie, sont là-bas avec la cuisine numérique, cuisine connectée, la cuisine numérique. Mais ça te permet de découvrir un autre, tu vois, quelque part un autre aspect de la France aussi, et te rends compte qu'il y a plein de petits pôles qui développe plein de petits trucs absolument partout en France, même dans ma région quand j'étais gamin, la région centre Pays de la Loire, où je me suis toujours dit c'est une région toute pourrie, et au final les trucs qu'ils présentent c'est trop bien, tu vois. Tu vas plus avoir le droit d'y retourner. Si vous nous regardez et que vous êtes de cette région, voilà. Je suis désolé, mais voilà. Pour ceux qui connaissent, je viens d'Ozoir en Touraine, non, je peux te dire que c'est de la grosse merde. Il y a le stand Normandie justement avec le trampoline connecté, c'est absolument dingue. Mais quoi? La cuisine connectée, le trampoline connecté en Normandie. Tu es là et tu sautes et puis tu as des capteurs au sol c'est un jeu en fin de compte. Mais c'est génial. Genre il faut atterrir au bon endroit. Mais il faut attaquer au bon endroit. Il y a des tas de trucs. Le trampoline connecté, c'est de la folie furieuse. On s'amuse comme des fous. Et il n'y aurait pas eu ça il y a 2-3 ans, je suis désolé. C'est de l'expérience. On met les gens dans le gaming, dans l'immersion. Ils ont compris que s'ils veulent attirer aussi le grand public, et même pas que le grand public, les professionnels, les médias, ils ont envie de s'amuser un peu quand ils vont dans les salons. Voilà, il faut du show en fait. Il faut du show, mais oui, et en même temps il y a du fond, quoi. Je suis d'accord avec vous sur le méta, j'en ai vu partout, mais je n'allais pas vous en reparler maintenant alors que vous avez fait ça tout à l'heure, mais je l'ai vu, mais moi c'est pas ce qui me fait rêver pour le moment. Voilà. De toute façon, on le sait, toi la VR c'est pas ton délire. Mais si, mais ça m'intéresse. Mais pas là. Mais pas, j'avais pas envie de parler de ça là.
Voilà, là. Voilà. On rappelle avant de finir que, effectivement, on le redit, vous pouvez gagner des entrées pour demain, pour la version grand public. Il faut rentrer le code le stream sur la billetterie. C'est réservé aux 200 premiers, donc peut-être qu'il ne reste plus de place, je ne sais pas. En tout cas, nous, on a passé un bon moment, mine de rien. Il y a de quoi s'amuser de fou. On s'est bien amusé là déjà. Ouais, on a eu des beaux invités. On a eu Pépé aussi. Non, mais on m'a dit des choses extraordinaires sur vous. Tout à l'heure, on m'a dit là ça se passe bien, les gens sont super et tout, les métavers et tout. On est sympa quand même, non? Mais non, mais oui, on m'a dit. Est-ce que ça sent qu'on meuble un peu avant la fin de l'émission? Non, mais en plus, alors déjà on ne meuble pas parce que nous sommes brillantissimes et que nous avons toujours plein de trucs à raconter. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est quand même exceptionnel qu'on fasse une émission en extérieur, donc autant qu'on en profite. C'est le premier JDH en extérieur pour le coup et. Ouais. Et on avait un peu la pression quand même, tu vois, surtout que. Mais non. Voilà, hier, on apprend que Gary Gasparov vient, on dit ok, qu'est-ce qu'on fait, comment on gère, ça va être chaud. J'apprends que je dois être traducteur en direct. Toi, t'as assuré comme jamais. Toi, t'as vraiment assuré comme jamais. Nous, on a perdu Pépé toute l'émission, donc on était complètement orphelins. Et on attendait le président qu'on n'a pas vu passer. Mais il était coincé là-bas. Bah oui, on l'attendait, nous, sur le plateau. Il était coincé de l'autre côté. Il est pas venu. Il était là-bas. Il est passé là-bas. Moi, je suis passé, quand les flashs de caméra, mais sûrement, il est pas venu jusqu'ici, il devait venir parce qu'il devait aller voir des gens là qui l'attendaient, mais il n'est pas passé. Ok, j'entends le générique ou pas? Non, est-ce qu'il y a un générique d'ailleurs? Je ne sais pas, mais non. Vu qu'on est un peu dans une configuration un peu spéciale. Vous allez pouvoir rendre. Oui, c'est la fin, ça y est. On s'en va, je crois qu'on s'en va. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était un JDH très cool, très différent, mais vraiment très cool. C'est le récap dans un instant. Alors, Pépé, tu seras pas au récap. Ben non. Ça va être compliqué d'y être. Enfin, la libération. Pépé ne fait pas tout. Effectivement. Et nous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ciao.